Bonjour. Alors, c'est un grossissement de mon fond d'écran. Attendez, on va essayer de vous donner. C'est Cézanne, hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un grossissement de Cézanne. Comme quoi il avait inventé le cubisme avant l'heure. Donc, je suis docteur en médecine, docteur en sciences, et je dirige un groupe qui a comme particularité d'associer des chercheurs, 7 chefs de service de l'assistance publique et du service de santé des armées, et également l'université Paris-Descartes. Par ailleurs, nous collaborons de manière extrêmement étroite avec le CMLA, qui est un laboratoire de mathématiques appliquées. Donc, d'ailleurs, nous allons fusionner avec ce laboratoire pour former ce qui, je crois, va être un premier groupe qui va associer de manière étroite des mathématiciens, des neurophysiologistes et des médecins dans le cadre de l'étude du comportement humain normal et pathologique. Alors, vous comprenez, c'est ennuyeux, je suis enregistré, donc je ne peux pas dire de bêtises. Donc je vais oublier que je suis enregistré, mais ça va prendre 2 minutes. Ça devient très politiquement correct, évidemment. Donc, la chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on a tout de même 1 heure à passer ensemble. J'ai préparé pas mal de diapositives pour que, vous voyez, on n'est plus des diapositives, mais enfin des vues, n'est-ce pas? Et alors, le truc, c'est que vraiment, si vous ne comprenez pas, je vous demanderai de lever la main et de m'interrompre. J'arrive à obtenir ça de mes étudiants, jusqu'à y compris les polytechniciens. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-moi si vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, c'est que je suis mauvais. Si je suis mauvais, il faut m'arrêter. Parce qu'autrement, tout le monde va s'embêter pendant 1 heure. Moi, parce que je vous vois déjà peu avec les projecteurs dans la figure. Vous, parce que vous n'allez rien comprendre à ce que je dis. Ça ne vaut vraiment pas la peine, quoi. Donc, en gros, on va poser une question très simple. C'est comment on tient debout. Alors, brièvement, il faut savoir que la bipédie, ça a commencé il y a 7 millions d'années. Les vertébrés, ça a environ 400 millions d'années. Donc c'est une invention récente. Et en fait, ça s'est très mal passé. Ce qu'on calcule, c'est qu'en gros, il n'y a que 5000 personnes qui y sont arrivées. Et ça continue à mal se passer. C'est-à-dire, à la base, la bipédie, c'est pas un truc très efficace, comme nous le savons tous. Ça, c'est le premier message important. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, tenir debout, c'est compliqué. Maintenir son équilibre, c'est compliqué. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, puisqu'on a tous, probablement dans la salle, moi compris, au-dessus de 60 ans, à quelques rares exceptions, que je prie d'excuser pour cette remarque, la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple. Pour garder son équilibre, il faut l'exercer. C'est... Alors, vraiment, alors après, on peut mettre beaucoup de mots derrière, beaucoup de choses derrière. Et pour l'exercer, il n'y a pas 36 solutions. Je donne le message d'emblée, et je m'y conforme d'ailleurs. C'est la gymnastique en cours collectif. Désolé, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut travailler à plusieurs, parce que quand on travaille seul, on ne se pousse pas. Voilà. Et puis, il faut faire ça 2 à 3 fois par semaine. Moyennant quoi, il n'y a aucun problème. Je le dis aimablement en tant que médecin, toute personne qui ne se conformera pas à cet avis, à part s'il a d'exceptionnellement bons gènes et s'il a été champion de gymnastique et encore dans sa jeunesse, va avoir des problèmes quelque part entre l'âge de 60 ans et l'âge de 80 ans, puisque, notamment pour les femmes, 85 ans la moyenne d'âge. Donc vraiment, si vous n'avez qu'une chose à retenir de cette conférence, c'est que la vie, c'est de bouger. Quand on ne bouge pas, il arrive des catastrophes. Je pourrais vous les détailler en fin, d'ailleurs, de parcours. Et pour bouger, il faut entraîner. Pour entraîner, il faut aller dans une salle de gym. Et il faut y aller 2 à 3 fois par semaine, 3 fois par semaine de préférence. Voilà. Ça, c'est le message important à faire passer pour vous et à votre entourage. Parce que derrière cette histoire de mobilité, spécialement
comme vous et moi, la plupart de nous, nous avons dépassé 60 ans, c'est le problème crucial de l'autonomie. Et c'est ultra connu du médecin que je suis et des chefs de service. On passe de la rue à son appartement, de son appartement à son fauteuil, de son fauteuil à son lit, et de son lit dans un endroit moins agréable. Donc, je veux dire, c'est vraiment le message de base. Alors, vous allez tout de suite comprendre, en voyant les diapositives suivantes, pourquoi ça doit être entraîné. Alors, la posture, alors, je vous en ai mis que deux, mais pour qu'il y ait des définitions claires, encore une fois, si vous ne comprenez pas, c'est que mes phrases ne sont pas correctes, donc n'hésitez pas, levez le doigt, interrompez-moi, autrement ça va être mortel. La posture correspond au maintien de toute une partie du corps dans une position de référence. Bon, ça va, hein, on est debout, mais on est une position de référence. On peut caractériser la posture, soit l'orientation, soit la stabilisation. En gros, ça se résume à ça, ce n'est pas les mêmes systèmes dans le cerveau. Si je vous pousse, vous revenez en arrière. Si je me tourne, je dois maintenir ma posture, je fais de l'orientation. Bon. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas les mêmes systèmes qui gouvernent, je répète, dans le cerveau, les deux activités. L'équilibre, c'est un état qui caractérise un corps quand les sommes sont... Le moment d'effort, c'est nul. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans un état d'équilibre confortable quand la somme des forces qui s'exercent sur votre corps, y compris la gravité, je répète, y compris la gravité, est nulle. Le contrôle de l'équilibre est particulièrement développé chez l'homme en raison de l'instabilité de la position bipodale, qui est le point de départ de la locomotion. Je le répète, se tenir debout n'est pas une position naturelle jusqu'il y a 7 millions d'années. L'homme est le seul bipède permanent parmi les vertébrés supérieurs. Et finalement, et ça dit tout, les gens ne comprennent pas, ils ont 600 muscles et 230 articulations. Donc tenir debout, c'est en gros contrôler 600 muscles et 230 articulations. Donc là, je remets un message important pour les sexagénaires, dont je fais partie, je répète. Quand on se met à marcher trop lentement, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il faut passer de 1 fois de séance de gymnastique à 4 fois. Et deuxièmement, quand on commence à être obligé de s'arrêter pour parler à son voisin pendant qu'on marche, c'est encore moins bon signe. Pourquoi? Parce que la marche n'a rien, et l'équilibre n'ont rien, absolument rien de réflexe. C'est une activité complexe. Il s'agit de coordonner 600 muscles et 230 articulations. Et quand ça devient trop compliqué, ça prouve qu'il n'y a pas eu assez d'exercice. Alors, je ne voudrais vexer personne, encore une fois, mais une autre condition que j'ai oubliée, parce qu'il se trouve que ça m'intéresse aussi, je fais de la plongée, j'ai tendance à bouchonner sur les derniers mètres à cause de ça, le poids. Le poids. Équilibre et surpoids ne vont pas ensemble du tout. Du tout. Ça bousille les articulations, ça rend le maintien de l'équilibre, etc. Donc en fait, le message que je répète pour la 4e fois, mais qui reviendra, c'est gymnastique et pas de surpoids. Moyennant quoi, l'équilibre devient un jeu d'enfant, si je puis dire. En tout cas, ne devient pas un facteur limitant de l'autonomie. Ah ben non, pas du tout comme moi, parce que moi, justement, pour rien vous cacher, je suis en surpoids. Ben oui. Et alors, je peux même rentrer, mais l'ennui, c'est que c'est enregistré. Comme je fais de la plongée, ces dernières années, quand je faisais mon palier à 5 mètres, j'avais tendance à remonter. Alors, on me disait, c'est l'âge, c'est l'âge. Et puis un jour, il y a un moniteur de plongée qui m'a dit, c'est pas l'âge, vous êtes trop gros. J'ai perdu 5 kilos, maintenant je ne bouchonne pas. Mais là, il faut que je reperde avant les vacances. Enfin, voilà. Donc non, pas comme moi. Et un tiers, ben merci, mais un tiers. Non mais je vous jure que, je suis désolé, après c'est enregistré, c'est gênant, mais vraiment, vraiment, l'équilibre, la prévention de la chute. D'abord, quand vous tombez, c'est déjà pas bon signe. Hein. Ce qu'il faut, c'est éviter de tomber une première fois. Mais vraiment, encore une fois, éviter le surpoids, aller dans une salle de gymnastique 3-4 fois par semaine, c'est la clé de l'autonomie. C'est comme ça. C'est compliqué parce que vous avez, encore une fois, 600 muscles et 230 articulations.
Bon, alors là, je vous le passe. Alors, comment on se tient debout? Ah oui? Oui, oui, allez-y. Oui? Bon, c'est pas grave, je vous entends, là. Ah oui, mais j'ai pas le droit de bouger, parce que... Normalement, je bouge quand je fais des exposés, mais là... Ah, mais ça, c'est une question très indiscrète, alors. Un surpoids, ben, il y a une formule, si je me rappelle, enfin, c'est regarder sa balance et demander à son médecin. Voilà. Mais en gros, c'est la taille au carré divisée par le poids ou quelque chose comme ça. C'est absolument clair, hein, c'est sans pitié. On calcule ça une fois sur Internet. Oui, non, non, enfin, bref, l'IMC, oui. Mais c'est vraiment des questions que j'aime pas aborder. Bon, mais en gros, c'est très facile. Vous demandez à votre médecin généraliste, car vous avez tous un médecin référent, n'est-ce pas, naturellement, et il se fera un plaisir de vous renseigner. Prenez une balance chez vous, il n'y a pas besoin d'être connecté, et puis voilà, vous regardez, et puis, voilà. Et puis quand vous avez trop mangé, vous faites comme moi, vous mangez moins. C'est extrêmement désespérant. Donc, pour tenir debout, c'est un système très facile à comprendre. Alors encore une fois, vous m'interrompez si vous ne comprenez pas. Vous avez des capteurs pour prendre de l'information dans le monde extérieur, et vous avez des effecteurs, c'est-à-dire des moteurs, aux muscles pour tenir debout. En permanence, vous êtes soumis à la gravité. Donc la gravité a tendance à vous aplatir au sol, donc il faut en permanence un tonus de vos muscles pour résister. Et puis, comme vous écartez en permanence de votre position d'équilibre, il faut des capteurs. Alors des capteurs, il y en a beaucoup. Alors il y a d'abord des capteurs de position dans tous vos muscles. Alors c'est des petits fuseaux, vous les avez dans vos muscles, et ils signalent dès que le muscle s'allonge. C'est clair? Et vous en avez des millions. Et là où il y en a le plus, par exemple, c'est dans les petits muscles du cou. Donc vous avez dans tout le corps plein de capteurs. Alors, vous voyez, regardez, là, je ferme les yeux, et pourtant, je peux faire ça. Et je peux faire ça parce qu'à tout moment, je sais où sont mes deux bras. Donc ils peuvent se rencontrer. Donc ça, c'est les capteurs de position. Vous avez dans l'oreille interne quelque chose qui s'appelle l'appareil vestibulaire. L'appareil vestibulaire, c'est ce qu'on appelle des accéléromètres. C'est un peu le même principe, c'est des plateformes gyroscopiques, c'est un peu ce qui fait que les avions peuvent s'orienter en l'air. Ça a été réinventé par l'homme quelques millions d'années plus tard. Et donc vous avez dans l'oreille interne ce qu'on appelle des accéléromètres. Alors vous avez des accéléromètres angulaires, voilà, qui permettent de détecter le mouvement horizontal dans ce plan-là, dans ce plan-là. Et puis vous avez des capteurs linéaires, alors c'est avant-arrière, et puis au bas. Donc vous avez 5 capteurs dans l'oreille, chaque oreille, ça en fait 10. Quand ils ne marchent pas, ça vous donne ce qu'on appelle les vertiges. Et donc, c'est des accéléromètres qui situent vos têtes dans l'espace. Et puis, vous avez des capteurs dans les articulations, pour regarder le... Oubliez. Et puis, vous avez des capteurs sous la peau, qui renseignent sur la pression. Et donc, sous la plante des pieds, ça va vous donner, c'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est clair? Donc vous avez des capteurs de position, vous avez des capteurs de vitesse dans la tête, etc. Et puis vous avez la vision. Alors ce que vous ne savez pas, parce que très peu de gens le savent, c'est qu'on a 2 systèmes visuels. Alors vous avez un système visuel qui est dans la rétine, qui est au centre de votre rétine, qui s'appelle la fovea, où vous voyez tout en détail. C'est-à-dire que tous les récepteurs, c'est comme les pixels pour un appareil photo, c'est une grande précision. Et puis alors, en périphérie, vous avez des... Alors ça, très peu de gens le savent, vous avez un système qui est beaucoup plus ancien, qui est le système optique accessoire. Le système optique accessoire, c'est un système avec des cellules qui ont des grands champs récepteurs et qui détectent le mouvement. D'accord? Et quand vous savez que vous avez un système optique accessoire, ben on l'a tous connu, c'est quand vous êtes en train et que le train d'à côté part. Vous vous rappelez de ça? Et à ce moment-là, vous avez l'impression que vous partez. Ben ça, c'est votre système optique accessoire. Le système vestibulaire, pour vous donner un truc, vous ne le sentez jamais, mais il y a un moment dans la vie où vous savez qu'il n'est plus là. Quand il n'est plus là, vous comprenez très rapidement à quoi il sert. Quel est ce moment dans la vie où on n'a plus de système vestibulaire? Et que tout le monde, j'espère, a connu au moins une fois ici. L'ivresse.
L'ivresse. C'est-à-dire, quand on est peinté, d'accord, pour appeler les choses par leur nom, on n'a plus de système vestibulaire. Et quand on n'a plus de système vestibulaire, voilà, pour ceux qui ont connu, voilà, on ne voit plus correctement, on n'arrive plus à tenir debout, on n'a plus le sens de l'équilibre. Alors, deux petites remarques pour vos enfants et petits-enfants. Attention, quelqu'un, parce que je vois ça arriver à l'hôpital régulièrement, quelqu'un qui a bu ne doit pas descendre un escalier, parce que ces systèmes servent à stabiliser la posture. Si vous dévalez un escalier sans système vestibulaire parce qu'il est bloqué par l'alcool, vous allez vous tuer, et ça arrive régulièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui a un peu trop bu ne doit en aucun cas rentrer dans une piscine, même un petit bain, car on peut se noyer dans un petit bain, parce que vous ne savez plus où est le haut et le bas. Et troisièmement, on ne doit jamais taper sur quelqu'un qui a bu, même s'il devient très opportun, parce que si vous le faites tomber, il risque de se tuer. Donc cette petite parenthèse appliquée est terminée. Vous voyez que vous avez tout un système qui vous permet de vous tenir debout. Vous avez de l'information qui rentre en permanence. D'accord ? Et puis, évidemment, vous avez vos muscles. Alors, vos muscles et vos tendons, oui ? Je l'entends. C'est tous les capteurs de position et de pression. Tous les capteurs de position. Il y a la vision, la proprioception, le système vestibulaire, comme trois systèmes d'entrée principaux. Ce qu'on appelle proprioception, c'est tout ce qui est capteur de position, de pression. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un travail non négligeable qui est fait par vos muscles et vos tendons, c'est-à-dire que c'est comme des élastiques qui sont tendus et que ça participe au maintien d'équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Il n'y a pas besoin d'un cerveau, à la limite, parce que quand tout ça est bien tendu, on pense que pour tenir debout, il faut un cerveau pour corriger les petites pertes d'équilibre, mais que vous êtes largement assuré de votre équilibre par des forces visco-élastiques qui vous maintiennent comme un espèce de... Vous voyez, on pourrait imaginer, il y a des robots qui arrivent même à marcher uniquement avec des forces visco-élastiques sur une petite pente. Donc, vous avez des récepteurs, vous avez des forces visco-élastiques, et puis vous avez des muscles. Et vos muscles, ils sont actionnés par un cerveau. Voilà. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, c'est très peu réflexe, le contrôle postural. C'est pour ça qu'il faut l'entraîner. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. C'est un entraînement. D'accord ? Donc, encore une fois, tous les 5 minutes, oui, 10 minutes, c'est bien, il faut aller 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, dans des cours collectifs, je précise, collectifs, dans une salle de gymnastique. Donc, vous voyez, vous avez les entrées. Alors, pourquoi on a tellement de récepteurs ? Figurez-vous qu'on bouge depuis le très lent jusqu'au très rapide. Alors, je m'explique. Pour stabiliser la posture, si vous recevez un coup sur la figure, c'est ce qu'on appelle des perturbations à très haute fréquence. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va jusqu'à 20 Hz. 1 Hz, c'est une fois par seconde. 20 Hz, c'est 20 fois par seconde. Quand vous recevez un coup de poing là, par exemple, il faut stabiliser la tête très rapidement, autrement, vous cassez le cou. C'est ce qui se passe quand vous dévalez un escalier, ce que vous risquez, que vous avez bu de l'alcool. D'accord ? Et puis, à l'opposé, pour stabiliser toujours la tête, je prends ça comme exemple, à chaque fois que je respire, à chaque fois que j'inspire, il y a ma tête qui monte, et à chaque fois que je respire, il y a ma tête qui expire, ma tête descend. Et à chaque fois, il faut que mes yeux se stabilisent. Donc, c'est des très basses fréquences. Donc, c'est très large, 0 à 20 Hz. Donc, en fait, c'est en combinant des capteurs qui captent les hautes fréquences et les basses fréquences que vous arriverez à couvrir toute l'étendue du spectre de l'activité de l'homme. C'est clair ? Donc, le système vestibulaire, c'est pour le très rapide. Le système visuel optique accessoire, c'est dans des plus basses fréquences. Donc, ce que vous faites, en fait, en permanence, ce que fait votre cerveau, la première tâche qu'il fait, c'est qu'il combine en permanence des entrées visuelles, vestibulaires et proprioceptives pour faire ce qu'on appelle une représentation interne de votre mouvement propre. Votre cerveau est en permanence en train de reconstituer votre mouvement à partir des capteurs visuels, vestibulaires et proprioceptifs.
C'est clair? Voilà. Alors, à partir de là, il a une perception du mouvement propre. Alors, à quoi ça sert? Ben, d'abord, ça vous dit que vous bougez. Deuxièmement, ça permet de stabiliser vos yeux dans l'espace. Et troisièmement, ça permet de stabiliser votre posture. Donc, on représente. Alors, comment on sait qu'on combine les différentes entrées? Ben, évidemment, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans un train et que le train d'à côté part et que vous sentez partir, votre système vestibulaire ne dit pas que vous bougez. Mais n'empêche, vous avez bien l'impression de bouger. Ça s'appelle l'avection, c'est une illusion de mouvement. Cette illusion de mouvement, elle est due au fait que votre cerveau, il n'y a pas quelque chose qui lui dit « ça, c'est une entrée vestibulaire à 0, donc tu ne bouges pas ». Pas du tout. Il combine les entrées visuelles, vestibulaires et proprioceptives, et si la vision dit « tu bouges », eh ben, vous admettez que vous bougez. Alors, au bout d'un moment, il y a une correction. Et donc, c'est à l'origine, outre que j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, parce que c'est important, cette histoire de représentation interne, c'est à l'origine, par exemple, du fait que quand vous montez dans un ascenseur et que vous n'avez plus la vision et plus le vestibule, puisqu'il monte à vitesse constante, vous ne savez plus, passer le démarrage, si l'ascenseur monte ou descend. Un autre exemple, c'est les pilotes. Les pilotes d'avion ont des gros problèmes d'illusion sensorielle. Et on pense, notamment, enfin je suis un de ceux qui pensent, que ça a pu jouer un rôle dans les problèmes qu'a eu le Paris-Rio. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que nous sommes en permanence en train d'élaborer une représentation du monde. Pour quelque chose d'aussi simple qui est le fait de se tenir debout. Or, je finis juste ma phrase et je réponds à votre question. Or, il se trouve que nous vivons dans des conditions de moins en moins naturelles. C'est-à-dire que non, l'homme n'a pas été fait pour tenir debout dans un TGV pour aller prendre une tasse de café. Vous voyez les mouvements de lacets dans le TGV? Le nombre de gens qui se cassent les figures et qui tombent assis sur les genoux de quelqu'un qui est assis est élevé. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'entrée visuelle, vous n'avez pas d'entrée proprioceptive, vous êtes dans des situations complexes. Non, l'homme n'a pas été fait pour être debout dans un bus complètement plein de gens, avec en plus une poignée mobile, parce qu'ils l'ont fait mobile, hein, et pourtant Dieu sait que j'ai essayé, et avec un conducteur de bus qui a une boîte de vitesse qui fait qu'il a des rapports foudroyants au démarrage et à l'arrêt. Et non. Donc ce que je veux dire, c'est que, rebelote, pourquoi la gymnastique? Parce que fondamentalement, l'époque moderne est en train d'imposer à un système qui a évolué pendant 450 millions d'années et qui est devenu bipède à 7 millions d'années, depuis une centaine d'années, des conditions dans la manière dont il doit se mouvoir qui sont simplement extrêmement compliquées. D'accord? Donc, je vous donne ces exemples-là pour vous illustrer le fait, encore une fois, que ce que vous devez faire, c'est élaborer une représentation interne, en déduire un certain nombre de choses et maintenir votre équilibre à partir de là. Oui, il y avait une question. Oui, je voulais revenir sur les afférences visuelles. Oui. C'est vrai que c'est très important pour la posture. Et j'ajouterais Mais que... où est la dame? Levez le bras. Voilà, je vous vois. Donc, j'ajoute qu'il y a un problème qui se greffe en plus, c'est quand il y a des latéralisations croisées. C'est-à-dire que quand une personne perd son œil directeur, par exemple, elle a l'œil droit directeur, et qu'elle était à la limite avant gauchère. Et donc la latéralisation est croisée et la posture là s'en trouve complètement perturbée. Voilà. Alors c'est une bonne remarque et accessoirement ça veut dire qu'en plus de faire des cours de gymnastique, vous avez tout intérêt à avoir un bon bilan ophtalmo. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que si vous habituez à ne pas être trop... Alors à l'inverse, il ne faut pas devenir trop visuel. Ah oui, alors, j'ai oublié. Alors, bon, cette conférence n'ira pas au bout. Hein. Mais, très important, très important, parce que c'est arrivé à ma mère quand elle avait 80 ans, au bord du lac de Sainte-Croix. Nous avons inventé une monstruosité il y a 100 ans. Qui a une idée pour la posture? Je vous assure, une fois que je vous l'aurais dit, c'est tout simple. Hein. Le vélo, non, ça c'est plutôt bon, hein, je vous signale. Hein. Les talons hauts?
Ah, ça, oui, c'en est une, absolument. Non, 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 mais c'est totalement exact. Hein. Les risques de porter des talons, c'est vraiment pas fait pour ça, hein, le pied. Et la déformation du pied, c'est extrêmement mauvais pour le contrôle postural. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sol plat. C'est une monstruosité. Nous fonctionnons en permanence sur des sols plats. Alors évidemment, puisque je vous ai expliqué que c'est compliqué de se tenir debout et de marcher, vous comprenez bien que vous avez énormément simplifié le problème avec un sol plat en permanence. Et vous faites ça toute la sainte journée. Et puis un jour, vous allez vous promener sur une plage de galets au bord du lac de Sainte-Croix. Et là, le sol, il est plus plat. Et là, vous cassez la figure. Et là, vous faites une fracture ouverte tibia péroné. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, vive la randonnée. Vive les sols non plats. Non, non, mais je plaisante pas. Parce que le fait est que quand le sol cesse d'être plat, par exemple, le pli dans le tapis, par exemple, des escaliers, etc., ça devient extrêmement casse-gueule. Et pourquoi ça devient casse-gueule? Parce que, en gros, vous venez de passer 40 ans de votre vie à fonctionner sur des sols plats. Et c'est tout bête. Si vous imaginez que le contrôle postural, c'est un problème qu'il faut résoudre en permanence, et qui demande beaucoup de neurones, beaucoup d'informations, des centaines de muscles, vous imaginez que si vous passez votre vie à simplifier le problème avec un seul plat, il ne faut pas s'étonner que le jour où le problème devient très compliqué, que vous ayez des ennuis. Ce qui veut dire accessoirement pour les amateurs de randonnée qu'il faut mieux qu'ils s'entraînent avant. C'est-à-dire qu'ils ne débarquent pas en se disant « Ah ben oui, je vais marcher, je ne vais pas courir, etc. » Non, attention. Bon, alors, juste pour vous dire que ce qui est à la clé derrière tout ça, c'est un tableau surréaliste, c'est la mariée qui descend l'escalier de Duchamp. Le cerveau sert avant tout à générer des comportements. Donc en fait, derrière toute cette histoire de contrôle postural, ça serait un autre exposé à vous faire, il y a le problème du mouvement. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le contrôle du mouvement et le contrôle postural, évidemment. C'est comme deux poupées gigognes emboîtées l'une dans l'autre. Et bien entendu, ce qu'il y a derrière le comportement, c'est vous. Vous voyez que moi, en ce moment, je suis en train d'agiter ma langue, je parle, mes mains s'agitent, je parle, je tiens debout, je parle. J'ai des centaines de muscles en train de communiquer avec vous. Et tout ça pour vous dire que dans le contrôle postural, il y a naturellement un versant cognitif, on n'a pas le temps d'en parler, qui est que votre posture exprime aussi ce que vous êtes. Si vous avancez comme ça, le regard fuyant, on sait tous que ce n'est pas la même chose que si vous tenez droit, etc. Bon, alors, il y a un moment sérieux dans cet exposé, donc, parce que, voilà, donc juste pour vous dire que le mouvement, c'est important. Donc, je cite des gens très savants. Alors, je vous jure que toutes ces citations sont vraies. Il y a un monsieur qui a dit « Je bouge, donc je suis », Haruki Murakami. C'est un de mes auteurs de science-fiction préférés. Il y a Auguste Dominique Ingres, « Le mouvement, c'est la vie ». Même un peintre qui savait de quoi il parlait. Et alors, on termine par Heidegger. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais ça, c'est un problème. Le repos n'est que mouvement se retenant en soi. Ceci dit, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça vous dit quelque chose, c'est que le repos n'existe pas. J'ai tout de même un peu compris. Donc, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant qu'un philosophe allemand au XIXe siècle, avant qu'on connaisse bien les mécanismes du contrôle postural, ait pu avoir l'intuition qu'effectivement, il n'y a pas de vrai repos, sauf que vous êtes étendu la nuit en sommeillant, et encore. Vous savez que vous bougez tous les 20 minutes. Bon. Donc, de quoi parlons-nous? On en est à la moitié de la conférence, on n'a pas encore abordé le sujet. Comment on coordonne 570 muscles qui coordonnent 200 articulations? Quand vous voulez étudier ça, parce que là, je m'exprime, je vous fais une conférence un peu sur la recherche aussi, parce qu'autrement, ce n'est pas intéressant. On n'est pas en train de faire un cours de sciences nat. Donc, en gros, le problème est, vous avez 570 muscles, vous avez 200 articulations, et comment on bouge? Eh bien, alors, je ne sais pas si vous voulez la faire, celle-là, oui. Ça, c'est une souris en microgravité. Elle flotte, vous voyez? Elle n'était pas habituée, elle n'est pas faite pour voler. Donc, vous voyez qu'elle a un problème d'équilibre postural, parce que c'est la première fois de sa vie. Alors, rassurez-vous, moi, j'étais dans le même état, à côté de la souris. Mais vous voyez ce que c'est compliqué, le contrôle postural chez l'homme? Bon. Alors, la question, elle n'est pas simple. Et
je voudrais insister sur quelque chose qui est en train de révolutionner la médecine, et y compris l'étude du mouvement et du contrôle postural. Et ça, c'est aussi important, je pense, comme message à faire passer, à part la salle de gymnastique 3 fois par semaine. Nous arrivons à une époque absolument révolutionnaire, comme vous le savez, pour la médecine, qui est mon métier de base, et pour le scientifique que je suis également, qui est qu'il arrive ce qui est arrivé sous Gutenberg, sous forme de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, dont vous entendez tout le temps parler, et la révolution numérique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va pouvoir assembler sur le corps humain tout un tas de variables. Je me fais comprendre? Et donc, on va pouvoir avoir votre génotype. Maintenant, ça coûte 250 €, si c'est fait à large échelle. On va avoir une biologie qui va coûter rien du tout aussi, parce qu'il y a une science qui s'appelle la microfluidique qui permet de prélever dans votre sang des centaines de variables. Et on va pouvoir quantifier le comportement à cause de capteurs. Vous savez, les capteurs de jeux vidéo, par exemple. Vous voyez, les plateformes de force. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, à un moment donné, connaître très bien votre biologie et très bien votre comportement. Et on va pouvoir suivre ça dans le temps. Et ça va permettre de faire des bases de données et de vous suivre. Et c'est, notamment dans le cadre du contrôle postural, quelque chose de très important. Et c'est ça que je vais vous montrer, parce que ça va permettre de tester votre équilibre et votre marche tout au long de votre vie. Notamment à partir de l'âge de 60 ans, pour voir à partir de quel moment ça se détériore. Et là, ça ne sera pas 2 fois par semaine de cours de gymnastique, ça sera tous les matins. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière cette idée que, parce que c'est ça que j'essaye de vous faire passer, que vous avez un cerveau, que vous avez de l'information, que vous avez du traitement de l'information, si vous voulez préserver l'autonomie des gens, il va falloir regarder très tôt quand ça commence à ne pas aller. Pour regarder très tôt comment ça ne va pas et le faire de manière répétée et à un coût supportable par un système de santé, ben, c'est possible que depuis très peu de temps. Et ça va prendre la forme de base de données. Et en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le DNP, par exemple. Vous avez entendu parler? C'est-à-dire le dossier numérique du patient. C'est-à-dire, l'idée, c'est que petit à petit, on va shifter d'une médecine, notamment au niveau du contrôle postural et de l'équilibre, d'une médecine thérapeutique à une médecine de prévention. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que, justement, pour faire cela, c'est-à-dire pour quantifier le contrôle postural, eh ben, puisque vous bougez et qu'on veut vous mesurer, le mot-clé là-dedans, c'est la mesure. Pour vous mesurer, il faut des capteurs. Et donc, les capteurs, il faut qu'ils soient précis et bon marché. Et pour qu'ils soient précis et bon marché, il faut qu'ils soient produits à grande quantité, c'est le cas. Et pour vous dire qu'ils sont précis et bon marché, il faut des ingénieurs. C'est les ingénieurs qui sont capables de vous dire ceci est un bon capteur, un mauvais capteur. C'est clair? C'est-à-dire, je me place d'un point de vue... Voilà, je vous dis, le corps humain a tendance, en vieillissant, à avoir ce qui pourrait être dû à un manque d'exercice, à un seul plat, des troubles de l'équilibre, à de la posture. Donc, je vais suivre les gens tout au long de leur existence, disons à partir de 50-60 ans. Donc, j'ai besoin de capteurs pour regarder comment ils bougent. D'accord? Donc, j'ai besoin d'ingénieurs pour prendre les bons capteurs. Après, j'ai besoin de faire ces bases de données dont je vous parlais. Et là, il faut des très bons informaticiens. Et je vous dis ça parce que c'est en train de se passer en ce moment. Et après, ben, pour interpréter ces données, il faut des mathématiciens et des médecins. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le contrôle postural, le contrôle moteur, si on veut le suivre, si on veut le réparer quand il s'abîme, il faut le mesurer, et pour le mesurer, il faut que plusieurs corps de métier collaborent ensemble. C'est une vision très pluridisciplinaire de ce que va devenir la médecine préventive. Suis-je clair? Or, figurez-vous que pendant 100 ans, les mathématiciens ont toujours pensé que les médecins ne comprenaient rien aux maths, donc ne comprenaient rien du tout à quoi que ce soit. Les informaticiens étaient beaucoup plus occupés à s'occuper
de choses passionnantes que du corps humain, et que les ingénieurs étaient des gens sérieux, donc ils construisaient des maisons, des ponts, etc., mais ils ne s'occupaient pas de médecine. Donc nous sommes à un moment donné où nous essayons, c'est ce qu'on fait par exemple dans notre groupe, de faire parler ensemble des ingénieurs, des informaticiens, des médecins. Alors c'est un truc dont vous avez tous entendu parler, ça s'appelle la pluridisciplinarité, c'est follement mode. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que si on appelle les gens tout à la fin d'un processus en disant « Ah, si on est médecin, je vais mesurer, puis après je vais demander à un mathématicien de venir me dire à quoi ça sert », ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que la pluridisciplinarité entre gens intelligents ne pose pas de problème, contrairement à tout ce qu'on raconte. Prenez un médecin intelligent, un informaticien intelligent, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai des jeunes polytechniciens qui sont dans des services de médecine, qui travaillent avec des jeunes chefs de clinique. Ces gens s'entendent très bien. La jeune génération pratique la pluridisciplinarité sans problème. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que vous allez voir de plus en plus vos médecins traitants, vous allez voir des consultés, des systèmes informatisés, etc., stocker vos données, etc. C'est le garant d'une efficacité croissante. Pourquoi, monsieur, dans le deuxièmement, là, vous ne citez que des militaires, des sportifs de haut niveau, des patients en rééducation, bref, des gens qui sont en situation particulière, vous n'analysez pas l'infirmière qui a des problèmes de posture en soulevant des malades très lourds, ou des ouvriers qui travaillent à la chaîne, Ouais. disons un peu la France du travail normale. Alors, c'est une bonne question, ce d'autant que je suis ergonome. J'ai fait de la physiologie du travail. Parce que, en fait, j'ai eu tort. J'aurais dû mettre, mais vous comprenez que le problème, c'est qu'il faut bien commencer quelque part. Donc là, je prends des gens qui sont spécialement, qui font des activités un peu extrêmes. D'accord ? Heureusement, mon premier papier a été pénibilité de la réfection des lits chez les aides-soignantes de l'assistance publique de Paris. Heureusement, à l'assistance publique, puisqu'on en parle, on ne demande plus aux aides-soignantes de soulever un malade en léger surpoids pour refaire son lit tant qu'il est encore dedans. Ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, ce que je veux dire, oui, vous avez raison, le contrôle postural, les maladies qui en est un, les troubles professionnels existent, ça existe, c'est vrai. Là, je vous ai cité des cas un peu extrêmes pour illustrer mon propos, mais vous avez raison, c'est un problème qui se pose à tous. Et alors, je ne vous parle pas... alors en plus, j'essaye d'être plein de tact, parce que j'ai déjà expliqué que vous étiez en surpoids. Alors maintenant, je ne vous parle pas du temps passé devant l'écran aussi. Hein. Non, parce que vous comprenez, quand on fait une conférence, n'est-ce pas, on essaye d'épargner un peu son auditoire pour éviter de se faire lyncher. Mais alors, il y a un autre problème qui est bien pire que ça. Vous parlez des gens qui ont à replier. La pire de toutes les plaies, c'est non seulement le seul plat, mais c'est la sédentarité. Hein ? C'est le fait qu'en moyenne, on passe 5 à 6 heures par jour devant des écrans à l'heure actuelle. Quand on n'est pas dans l'écran, on est assis devant sa voiture. Quand on n'est pas dans sa voiture, on est assis à table. C'est monstrueux, si on rentre là-dedans. Donc oui, certes, nous sommes tous en danger de perte de mobilité. Et je dirais que dans ce cadre-là, le problème de la pénibilité physique au travail existe, mais au moins, je dirais qu'on peut le détecter avec des ergonomes adéquats et qu'on peut remédier à cela. Nous avons beaucoup plus de mal actuellement dans les pays occidentaux et ailleurs à persuader les gens qu'il faut qu'ils bougent tout court. Alors, les enfants hyperactifs, ça, c'est un problème dont je ne suis pas du tout spécialiste. Donc, je ne peux malheureusement pas vous répondre. Une des remarques qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'il faudrait faire très probablement, en tout cas selon moi, un enregistrement de l'activité des enfants hyperactifs. Ce n'est pas encore fait en routine. Donc c'est un bon exemple aussi. Il serait intéressant, avec les nouveaux capteurs qui sont maintenant sur le marché, de mesurer l'activité des enfants hyperactifs. Donc, je voudrais aussi, vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle, et tout le monde parle de big data. On est d'accord ? Vous ne relevez pas, en tant que corps humain et contrôle postural, de big data.
C'est des données qui sont relativement petites par rapport pour vous suivre tout au long de votre vie. Votre génome tient sur une clé, si on en a besoin. Donc, ce n'est pas des big data. Par contre, le jour où on aura 65 millions de Français suivis en permanence, là, ça sera des big data. Mais c'est important que vous compreniez que le nombre de données qui peuvent servir, comme je vais vous le montrer, à définir votre contrôle postural est relativement petit. Donc, il s'agit bien d'un suivi longitudinal individuel et il s'agit bien de quelque chose qui est pas trop difficile d'un point de vue quantité de données. Par contre, ça demande un niveau de mathématiques élevé. Je suis clair? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la clé pour contrôler l'équilibre et faire de la prévention et voir s'il se détériore autour de la vie et de la marche, etc., c'est de comprendre que tout autant que nous sommes, comme on a 600 muscles et 200 articulations environ, nous sommes tous très différents les uns des autres. C'est-à-dire, si je vous fais marcher, chacun de vous, vous avez tous des marches très différentes. Donc, premièrement, nous sommes tous très différents. Deuxièmement, nous sommes tous très stables dans le temps. Notre manière de nous tenir debout et de marcher, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, nous sommes très stables dans le temps. Donc, l'idée qu'on poursuit dans mon laboratoire et ailleurs, c'est de dire, voilà, il faut mesurer les gens au cours du temps et repérer des petits signes que c'est en train de se dégrader pour intervenir tôt et vite. C'est ça la clé de la médecine préventive dans le cadre du contrôle postural. D'accord? Et si on intervient tôt et vite, alors beaucoup de choses sont réparables. Si on attend trop tard, par exemple la première chute, c'est vraiment pas recommandé. Parce qu'encore une fois, c'est un système extrêmement complexe. Donc dans ce cadre-là, il faut donc mesurer. Alors comment on mesure le contrôle postural? Alors, on met les gens sur ce qu'on appelle une plateforme de force. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de force? C'est une plateforme avec des capteurs de force aux quatre coins. Et vous montez dessus, vous fermez les yeux 30 secondes, vous ouvrez les yeux 30 secondes pour regarder l'influence de la vision. Et vous obtenez ce schéma. C'est-à-dire, j'exagère, vous voyez, j'exagère le mouvement, comme vous n'êtes jamais dans une position stable, vous êtes ouvert comme ça, et si vous voyez, j'ai toujours des petites oscillations. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'équilibre statique est en fait quelque chose de dynamique. Vous êtes tout le temps en train de réajuster. Alors, pour rentrer dans les détails, vous avez une petite position d'équilibre, vous partez dans un coin, reposition d'équilibre, vous partez dans l'autre, etc. Vous comprenez bien que quelqu'un qui est beaucoup trop stable ou quelqu'un qui oscille beaucoup trop, c'est pas bon. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous devez suivre le contrôle postural, c'est de mesurer ce qu'on appelle l'équilibre statique. C'est clair? Qui est-ce qui fait ça? La plateforme de force, oui? Pourquoi c'est pas bon si on n'oscille pas? Pourquoi c'est pas bon? Parce que si vous oscillez pas, c'est que tous vos muscles sont contractés, c'est-à-dire que si vous avez on vous donne un choc, vous allez, puisque tous les muscles sont contractés, vous n'allez pas pouvoir contre-réagir. Mais vous savez, vous connaissez tout ça en tant que conducteur de voiture. Si vous laissez le volant trop lâche, vous contrôlez mal la trajectoire de votre voiture. Si vous serrez et que vous imposez en permanence une traction sur vos deux bras pour que la voiture... vous voyez bien que vous manquez de précision aussi. C'est un peu la même chose. Il faut laisser du jeu au système pour qu'il puisse corriger ces petites oscillations. On oublie tout le temps de dire ça. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une plateforme de force pour l'équilibre statique. Alors, je vous passe les détails. S'il vous plaît, il y a une question. Oui, je vous en prie. Une question ici en haut sur votre gauche. Oui. Bonjour. Bonjour. À l'heure, vous avez parlé de contrôle postural dans le cas d'une mesure préventive. Mais il faut s'adresser à qui, en fait, pour pouvoir faire ce contrôle? Alors, quel praticien ou un médecin? Alors, d'abord, quand vous sentez instable, la personne
après, la première chose à faire, c'est de dire je suis peut-être un peu instable. Faisons 6 mois de gymnastique 3 fois par semaine dans des cours collectifs. Montons sur la balance. Renseignons-nous sur le poids idéal que je devrais faire. Et je dirais que dans 90% des cas, 6 mois après, vous vous sentez beaucoup moins instable. Si vous conservez une sensation d'instabilité ou si vous constatez que vous trébuchez trop souvent, vous allez chez votre généraliste, qui est très habitué à faire face à ce genre de choses, qui va vous dire de fermer les yeux, ouvrez les... Non, je vois des signes de doute dans l'assistance, mais ça existe, les bons généralistes. Je défends ma profession. Et donc, il va regarder, va vous faire quelques examens cliniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, et il va en conclure qu'il y a quelque chose... Ce d'autant que vous lui aurez dit que vous avez été 4 fois dans des cours de gymnastique, que vous n'êtes pas en surpoids, etc. Il va en conclure qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, il y a 2 représentants, il va vous adresser à 2 types de spécialistes qui se partagent les troubles de l'équilibre, les neurologues et les ORL. Les ORL sont spécialistes de l'oreille interne, donc ils sont habitués, ça s'appelle la neurootologie, c'est eux qui regardent ce type de troubles. Alors il peut y avoir des maladies de Ménière, il peut y avoir des petites tumeurs sur le nerf de l'acoustique, il peut y avoir... Encore une fois, c'est assez rare tout ça. Hein. Encore une fois, 99% des cas, je répète, enfin vous connaissez le refrain, quoi. Bon. Donc, et puis s'il y a quelque chose qui est central, c'est-à-dire, vous comprenez, soit c'est la périphérie, donc vous avez des problèmes visuels, vous avez des problèmes de l'oreille interne, soit c'est central, c'est dans l'analyse de l'information, ou c'est les muscles qui ne fonctionnent pas totalement correctement. Alors on peut imaginer, encore une fois, c'est rarissime, des débuts de sclérose en plaques, des choses comme ça, enfin des choses déplaisantes comme ça. Ça, c'est le neurologue. Et encore une fois, ce n'est pas la démarche à avoir, parce que nous, on voit ça à l'hôpital, dès que les gens sont un peu instables, ils se précipitent chez le neurologue et chez le... Non, il faut d'abord regarder ce qui est évident, c'est-à-dire surveiller son régime, bouger, regarder, se faire son examen de conscience, aller en parler avec son généraliste qui achèvera de vous rassurer et qui, merci la sécurité sociale, pourra vous prescrire des séances de gymnastique. Si votre état est un peu plus compliqué et qu'il estime qu'il faut des séances de gymnastique spécialisées, ça s'appelle des APA. Vous pouvez avoir des prescriptions sur des APA. S'il y a quelque chose qui ne va pas, votre généraliste peut aussi vous envoyer chez un kiné. D'accord? Pas tout de suite chez le neurologue. Si vous avez une arthrose de hanche, on ne va pas tout de suite, c'est pas chez le neurologue. Donc vous voyez, vous avez compris, il peut y avoir un problème sur le versant sensoriel, il peut y avoir un problème sur le versant moteur, il peut y avoir un problème central dans l'analyse de l'information. Et donc c'est des spécialistes différents. Mais encore une fois, dans 98% des cas, la salle de gym est un excellent remède. Et la baisse de poids. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand je vous parlais de mathématiciens, dans mon laboratoire, par exemple, on s'est aperçu que quand on regardait toutes ces petites oscillations, vous voyez, quand on regarde ça, ça c'est quelqu'un qui tombe. Ça c'est quelqu'un qui ne tombe pas. Alors vous voyez bien que la différence, elle n'est pas évidente. Sauf que si vous regardez la structure interne du signal, avec les mathématiques adéquates, à partir de cet examen statique, nous sommes maintenant capables de dire avec une probabilité de 70-80%, cette personne risque de tomber dans l'année qui vient. Et alors, c'est important parce que cette personne n'est pas encore tombée. Donc, je montre ça, pas pour illustrer les hauts faits de mon laboratoire, mais pour vous montrer d'abord que la collaboration entre des médecins, des mathématiciens et des neurophysiologistes est intéressante, et d'autre part pour vous dire que quand on regarde bien ces signaux, on peut arriver à faire de la prévention. Et encore une fois, la prévention, ça va être de dire aux gens, une fois qu'on aura fait un examen neurologique qui, dans 98% des cas, va indiquer que c'est un problème de sédentarité qui est la cause de cela, c'est que les gens se rebougent. C'est clair? Alors, il y a un autre aspect... alors, je suis censé finir dans 5 minutes, je crois, non? Il y a encore une question. Oui. Oui, j'ai
J'ai entendu parler des capacités verbo-spatiales. Est-ce que ça veut dire ça a un rapport avec l'équilibre ou alors un manque de l'équilibre? Alors, je ne connais pas ça. Ah bon. Je suis désolé, c'est hors de ma sphère. Ce qu'il y a, c'est que l'équilibre, c'est quelque chose de très délicat. Juste ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, il est connu que si vous avez un plombage qui dépasse dans une dent, vous pouvez déplacer le centre de l'équilibre. C'est très précis. C'est-à-dire que la posture, c'est un système très précis. Mais vous voyez qu'il y a des entrées visuelles, vestibulaires et proprioceptives. Alors, on peut, en manipulant différemment avec de la réalité virtuelle les entrées visuelles, des vibrations sur les tendons, les entrées proprioceptives, et un petit courant dans l'oreille, mais c'est absolument non invasif, pour stimuler l'appareil vestibulaire. Chez certains patients qui se plaignent de troubles de l'équilibre, on peut regarder le poids des entrées visuelles, vestibulaires et proprioceptives. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire que si quelqu'un devient trop visuel, eh ben, il faut le réadapter, et il y a des séances de kiné qui permettent de faire ça. Bon, c'est clair que quelqu'un de trop visuel, vous n'allez pas le mettre sur un terrain caillouteux sur le bord du lac de Sainte-Croix, parce qu'il a une proprioception défaillante. Donc il y a une possibilité d'explorer plus finement l'équilibre. Et il y a des gens qui font ça très bien, les kinés, etc. Et alors ça, c'est juste pour vous montrer qu'on est tous très différents les uns des autres. Alors, l'équilibre dynamique. Alors, on est d'accord, vous avez l'équilibre statique, puis vous avez l'équilibre dynamique. Alors, il se trouve que quand j'étais jeune, avec un Américain qui s'appelait Lou Nachner, et avec quelqu'un qui s'appelait Alain Berthoz, qui était mon directeur de laboratoire, qui est devenu professeur au Collège de France, on a inventé une machine, vous allez les retrouver dans certains hôpitaux, qui permettent de tester l'équilibre, c'est-à-dire ça s'appelle un EquiTest, ça coûte très cher, et ça permet simplement d'avoir une plateforme qui vous bouge dans différentes conditions. Alors dans certains cas, il y a votre environnement visuel qui bouge en même temps que vous. Dans certains cas, vous êtes dans le noir. Dans certains cas, la plateforme s'incline en même temps. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des instruments cliniques qui permettent de tester l'équilibre dynamique. D'accord? En milieu hospitalier. Donc, vous pouvez caractériser l'équilibre dynamique. À quelle heure c'est censé se terminer, cette conférence? Vers 16h. Vers 16h? Ah, ben on a le temps, puisqu'on pose les questions en même temps. Donc, vous voyez, c'est clair, équilibre statique, équilibre dynamique. Vous pouvez analyser les entrées sensorielles. C'est raisonnable. Mais ça coûte cher. Alors, je vous passe... Alors, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'équilibre dynamique, comme l'équilibre statique, je répète, n'est pas une question de réflexe simple. Et vous avez plusieurs niveaux de complexité. Les entrées, dans le cadre d'une première ligne de défense, si je puis dire, rentrent dans les moelles épinières, sont traitées dans la moelle épinière, où il y a des centres extrêmement complexes pour traiter l'information. Ce n'est pas simplement un tuyau dans lequel le relais, l'information descend du cerveau. Il y a beaucoup de neurones qui sont capables de traiter l'information, et vous avez des réactions, ce qu'on appelle à courte latence. C'est-à-dire, en gros, 30, 50 millisecondes. Et puis, après, la même information remonte, vous voyez, dans le cortex, elle est analysée, elle redescend. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je suis là, je n'ai pas le droit de trop bouger. Hein. Je suis là, et je me casse la figure, tout d'un coup. Crac, qu'est-ce que je fais? Je mets mes mains ici. D'accord? Imaginez que je sois là. Je mets mes mains là, et je prépare l'atterrissage. Et si je suis à mi-chemin, et si je me plante, je suis mort. Non mais vous comprenez l'histoire? C'est classique. C'est-à-dire que ce que ça vous montre, c'est que dans les cas de maintien de l'équilibre dynamique, vous êtes dans un contexte et qu'il va falloir prendre des décisions extraordinairement rapides pour maintenir votre équilibre. Et je vous jure que quelqu'un... Alors, le cas le pire, c'est debout dans sa baignoire, on glisse sur le savon, et à ce moment-là, au lieu de préparer un atterrissage en souplesse sur les côtés de la baignoire, on attrape le rideau de douche qui se décroche. Non mais ça se termine en réanimation. Hein.
vous tapez les côtes sur le bord de la baignoire, elles rentrent dans les poumons et vous êtes mal. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est contexte dépendant. Vous avez un système dans le cerveau qui est capable de vous dire est-ce que la chaise elle est trop loin ou pas pour que je puisse m'en servir pour maintenir mon équilibre. Et si vous plantez, vous êtes mal. Ça veut dire que vous avez un cortex qui fonctionne. Et donc, ça vous explique que quand vous circulez en permanence sur le terrain plat, et quand je dis en permanence, quand 90% de votre journée vous êtes assis, et que le reste du temps, vous êtes sur du terrain plat, inutile de vous dire que vous n'êtes plus entraîné. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que le contrôle postural, c'est un système dynamique qui demande non seulement de combiner de manière complexe des informations sensorielles, mais aussi de prendre des décisions rapides. Et si vous vous plantez, il y a des conséquences catastrophiques. L'homme n'est pas fait pour tomber. D'ailleurs, la bipédie est une absurdité. Est-ce que vous avez déjà vu un cheval se casser la figure? Jamais. Les gens, c'est soit il y a des trucs qui s'appellent des oiseaux, hein. Bon, alors eux, ils ont résolu le problème comme ça. Il y en a d'autres qui sont des quadrupèdes. La bipédie en milieu urbain, hein, on est tous, c'est un exercice dangereux. Et il est dangereux parce qu'il n'est pas mis en pratique assez à cause de la sédentarité. Et je vous explique encore une fois qu'il est dangereux parce que vous avez à coordonner 600 muscles et 230 articulations, et vous allez prendre des décisions extrêmement rapides pour le maintien de votre équilibre. Par exemple, dans le bus, est-ce que je peux me raccrocher à cette poignée ou est-ce que c'est inévitable, il faut que je prépare mes mains? Si vous calculez mal le moment où vous allez atterrir sur les mains, vous cassez les deux poignets et les deux bras. Donc, ce qui est à la clé dans les mécanismes, c'est ce qu'on appelle des boucles longues, d'accord, et des décisions rapides et périlleuses. Voilà. J'espère que ça vous convainc d'aller dans une salle de gymnastique, etc. Bon. OK? Et c'est ce qu'on appelle des synergies posturales. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez contracter ensemble des dizaines de muscles. Et encore une fois, vous pouvez vous planter, si voir le rideau de douche. Moi, j'ai un ami qui a manqué se tuer parce qu'il était sur une échelle, il a posé le pied sur quelque chose qui pensait être le barreau d'après, en fait, il y avait une ombre. Ben, il est tombé de l'échelle. Hein. Inutile de vous dire qu'il n'était pas bien. Alors, donc c'est clair, il y a le statique, je répète, équilibre statique, plateforme de force. On peut analyser les entrées, voilà. Puis il y a l'équilibre dynamique, par exemple, il y a l'EQ-test qui vous permet de comprendre que vous devez vous adapter à l'environnement pour établir votre équilibre de manière dynamique. Il y a un autre aspect qui est très très important dans le cadre du maintien de l'autonomie, c'est la marche. Alors là, je vais faire de la pub pour mon laboratoire, parce qu'on se donne beaucoup de mal pour ça. On peut mesurer ça avec des appareils qui coûtent très cher et qui sont en laboratoire, et ça donne à peu près ça. Alors naturellement, les diapos, elles ne marchent jamais. Ah si, peut-être. Oups, non, ça ne va pas marcher, ça ne marche jamais. Bon. Enfin bref, vous avez des plateformes de force sur lesquelles vous pouvez marcher, ça c'est mon laboratoire, et puis vous pouvez mettre jusqu'à 50 capteurs sur la personne, d'accord, et vous pouvez étudier très en détail la marche et l'équilibre. Oui? Mais évidemment, ce n'est pas très commode de faire ça, donc ce qu'on a mis au point, avec notamment ce jeune homme, qui est un polytechnicien qui est en train de devenir pédiatre, qui s'appelle Rémi Barrois, et une équipe à l'école normale supérieure, avec des gens, bon, je les cite parce que c'est eux qui ont mis ça au point, Laurent Houdre, Nicolas Bayatis, puis des cliniciens comme Damien Ricard, qui est chef de service, et des tas d'autres, donc je ne peux pas tous les citer. Et une jeune dame qui, elle aussi, vient de Polytechnique, mais qui, elle, veut devenir neurologue, qui fait... Vous voyez, c'est des petits capteurs, c'est des accéléromètres. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on peut les utiliser en consultation. Donc on met des accéléromètres sur la tête, sur la hanche et sur les pieds, et puis on vous dit faites 10 mètres aller-retour. D'accord? Et là, on obtient des signaux comme ça d'accélération, et à partir de là, on peut
calculer 150 variables. Alors, c'est intéressant parce que c'est une histoire qui raconte un peu le monde moderne, en ce sens que, évidemment, vous n'avez pas demandé à un médecin qui vous consulte d'avoir 150 variables. Donc à la fois, vous pouvez décrire très précisément la marche de quelqu'un, et d'autre part, eh bien, il a fallu trouver des moyens de représenter cette marche, d'accord, qui fait que le médecin, en un coup d'œil, peut juger si elle est normale ou pas. Alors là, vous voyez, c'est un certain nombre de variables, d'accord, de caractéristiques de chaque pas correspondant à chaque pas. Ça, c'est tous les pas. D'accord? Premier pas, deuxième pas, et on compare chacun de vos pas sur 10 mètres au pas d'avant, au pas d'après. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce qu'on appelle une corrélation. Et vous voyez qu'à part le démarrage et là où vous faites demi-tour, chaque pas doit ressembler à un autre. Et par convention, c'est tout rouge quand ça se ressemble beaucoup. OK? Donc si vous comparez votre premier pas, d'accord, avec votre 10e pas, vous voyez que c'est tout rouge. D'accord? Donc en gros, ce que vous êtes en train de faire, c'est comparer tous les pas à tous les autres pas. OK? Et normalement, ben, il faut espérer que vous soyez bien symétrique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que là, il y a visiblement, ça c'est la jambe droite, ça c'est la jambe gauche, il y a un problème sur la jambe gauche. Ça se voit à un coup d'œil. D'accord? Ici, c'est différent qu'ici. Ça, c'est le demi-tour. Alors vous allez comprendre tout de suite aussi, parce que ça vous donne les dernières tendances. Ça, c'est la recherche en train de se faire. Alors vous voyez, il faut imaginer que vous voyez quelqu'un vu de haut. Alors là, c'est chaque pas. Pied gauche, pied droit. Là, c'est sur la droite, là, c'est sur la gauche. Puis là, c'est la hanche. Alors regardez, quand je marche, vous voyez, j'ai un mouvement d'ondulation de mes hanches. Donc vous voyez que mes hanches ondulent, si je peux dire, à chaque pas. Puis ça, pas droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Puis au milieu, vous faites demi-tour. Et là, vous voyez la rotation de la hanche dans le temps. Et vous voyez, je m'appuie sur mon pied droit. Et après, je recule et je fais tourner le gauche. D'accord? Donc c'est ça que vous voyez. C'est clair ou pas? Et donc le médecin, en un coup d'œil, il peut voir ça. Ben, il se dit, voilà, quelqu'un qui a marché 10 mètres, aller-retour, c'est raisonnablement symétrique, il peut, etc. Vous voyez? C'est de transformer des données très détaillées en espèce de tableau visuel pour qu'on ait une appréhension rapide. Quand on a 10 malades à voir, 15 malades dans la matinée, on ne peut pas regarder. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez une démarche qui est anormale. Vous voyez les petits pas. Un demi-tour pénible. Et là, encore pire. C'est-à-dire que la personne, au lieu de faire ça, elle est en train de faire ça. Et ça, c'est le début d'un Parkinson. Alors là, je vous ai pris des cas extrêmes. Mais vous voyez que d'un coup d'œil, on peut se dire, voilà, il y a un problème. Pourquoi c'est important? Parce que ça, ce malade-là, quand on parle du demi-tour, vous comprenez bien qu'on parle du tournant. C'est vous dans votre couloir en train de rentrer dans votre salle de bain. Hein. Ben, vous voyez bien que ici, il a 33% de chance de tomber dans la nez, là 18%, là 0. Donc c'est encore une fois une idée de faire, en observant la marche, de la prévention, en mesurant. La mesure, et bien entendu, ce qui est important, c'est de suivre les gens dans le temps, un peu comme on suit la tension artérielle, d'accord? De suivre la marche pour intervenir si cette marche passe de là à là. Et bien entendu, ça, c'est des personnes différentes. Il faut espérer que vous allez intervenir avant qu'on en soit là. Hein? Et on peut faire des calculs pour dire, ben voilà, c'est différent par rapport à la fois d'avant ou c'est la même chose. Vous connaissez tout ça avec la surveillance de la tension artérielle. Là, on arrive, après 4 ans d'efforts, des accéléromètres et beaucoup de mathématiques, et beaucoup de discussions entre médecins, à arriver à caractériser la marche de chacun, à la suivre dans le temps, avec toujours comme idée de repérer des signaux faibles que quelque chose est en train de se détériorer pour redresser la barre quand il y a encore temps. C'est clair ? Est-ce que c'est déjà possible d'avoir ces analyses-là? Comment votre théorie s'applique à quelqu'un qui se déplace avec une canne blanche? Ah, alors, c'est très intéressant. Quand on se déplace avec une canne blanche, il se trouve que
comme je l'ai dit tout à l'heure, mais probablement vous n'avez pas pu voir, je ne sais pas quel type d'amblyopie vous avez, mais ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on pouvait combiner des entrées visuelles, vestibulaires et proprioceptives. Et, ce dont je n'ai pas parlé, auditives. Et donc, vous, madame, êtes devenue une experte dans l'art et la manière d'utiliser le son de votre canne quand vous tapez, le retour du son, les signaux que vous envoie votre canne au point de vue et votre proprioception, et vous pouvez compenser très largement avec de l'entraînement le sens qui vous manque, qui est la vision. Alors évidemment, pas dans tous les cas, hein, on est bien d'accord, mais pour ce qui est de la marche et de l'équilibre, vous avez, si vous faites de la gymnastique et si vous n'êtes pas en surpoids, un équilibre qui doit être absolument parfait. Ça a été regardé. Hein? Oui. À condition que, etc., etc. D'accord? Parce que, voilà, la cécité ne garantit pas contre l'excès de poids. Alors, oui? Ah non, mais attendez, là, je vous montre la recherche en train de se faire. On est en train d'installer ça. D'accord? Je vous montre l'avenir. Mais ça, c'est incessamment sous peu. D'accord? Quand je dis incessamment sous peu, au train. Mais ça, on le fait avec la sécurité sociale. Hein. Et on le fait dans plusieurs hôpitaux. On a, par exemple, on fait ça à l'île de la Réunion. On mesure des centaines de personnes comme ça. Donc, mais je ne vous montre pas ça pour montrer ce que nous faisons, nous, pour vous montrer un peu où va aller le futur. Ce qui est intéressant, c'est le futur. Ceci dit, ne nous affolons pas. Encore une fois, vous vous sentez instable, vous allez en salle de gym, vous surveillez votre poids, vous allez voir votre généraliste. Ce que nous faisons là, c'est ce que fait l'œil d'un bon généraliste. D'accord? C'est un perfectionnement, mais voilà. Si vous allez tôt chez votre généraliste et qu'il vous fait un examen clinique détaillé, ça sera presque aussi efficace que ça. D'accord? Il ne faut pas non plus... on n'est pas dans des... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a fait en Chine, parce qu'il se trouve que je suis professeur en Chine, dans une université qui s'appelle HDU, près de Shanghai. Et vous voyez, ça, on met des montres, et on peut suivre les gens quand ils marchent. C'est-à-dire, on peut mesurer la marche et quand ils se baladent. Donc, on peut mesurer la marche dans un cabinet médical, mais on peut mesurer la marche aussi à l'extérieur. Et naturellement, le futur, c'est de mesurer à différents niveaux. Et on mesure aussi avec un GPS les mouvements, parce que s'il y a des gens... Vous comprenez bien que quelqu'un qui arrive en se plaignant en disant « mais je ne comprends pas, avant j'allais chercher mon pain, je faisais l'aller-retour en une demi-heure, et maintenant 2 heures. » Vous voulez savoir si c'est un problème de boiterie, ou c'est peut-être malheureusement un début d'Alzheimer et que les gens se paument. Et que s'ils mettent 2 heures, c'est qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils reviennent par des chemins qui ne sont pas directs. Donc vous voyez qu'il y a là une exploration de la mobilité qui peut se faire dans le milieu urbain. Et dernier point, ce que nous faisons, c'est que nous explorons la mobilité dans les appartements. Alors ça, c'est important parce que ça permet, encore une fois, de détecter tôt des problèmes de mobilité. Et puis d'autres problèmes. Vous savez que malheureusement, le grand problème dont on ne parle jamais, il y a 2 choses dont on ne parle jamais en France. C'est l'industrie du sexe et la solitude. Alors, il faut savoir que tout de même, les 2 tiers du revenu d'Internet, ça tourne autour de l'industrie du sexe et de la rencontre. La solitude, il faut savoir qu'au-delà de 65 ans, il y a une grande majorité de gens qui vivent seuls. Et que plus l'âge s'accentue, plus le pourcentage devient important. Il y a beaucoup de divorces au-delà de 60 ans. Il y a du veuvage. Et c'est un des problèmes majeurs auxquels la société va être affrontée. Et évidemment, vivre seul, on a tous plus de 60 ans ici, c'est un exercice un peu pas facile. On sait aussi tous qu'une institutionnalisation, c'est au minimum 2 000 à 3 000 euros par mois. Donc là, il y a un vrai problème sociétal qui va se poser. Et donc, ce que nous essayons de faire, à Cognac G, c'est de mettre au point quelque chose qui est des appartements intelligents qui permettent
à des gens qui vivent seuls d'avoir un minimum de surveillance et de sécurité, tout en n'étant pas intrusifs pour leur vie privée. Donc, pourquoi c'est important? Parce que la locomotion dans un milieu fermé, donc dans les appartements, devient un instrument pour dire aux gens, écoutez, vous ne bougez plus, vous restez en permanence dans votre chambre, vous, etc. Et derrière, il peut y avoir des problèmes de malnutrition, il peut y avoir des problèmes d'arthrose trop prononcés, etc. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce qu'on appelle le contrôle postural et ce qu'on essaye, c'est de disséminer des capteurs. Alors, bien entendu, il y a quelque chose d'éthique derrière, il y a un problème d'éthique, mais qui est facile à résoudre. Tout ça, ça va dans un secret médical. Hein. C'est couvert par le secret médical. C'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert à votre médecin traitant. Mais l'idée, vous voyez, c'est de mettre au point des systèmes qui permettent aux gens de pouvoir garder une autonomie, même quand ils vivent isolés. D'accord ? Et donc, on peut reconstituer comme ça des trajets des gens dans leur domicile et s'apercevoir, par exemple, et leur signaler que, vous voyez que là, bon, si ça se renouvelle trop, c'est le 15 juin, c'est des gens qui, encore avec leur accord, ils ont donné leur accord, avaient eu un problème de sommeil qui s'installait et qui faisait qu'ils se baladaient beaucoup trop. L'avenir aussi, c'est des nouveaux capteurs. Pour enregistrer le contrôle postural et pour... il y a maintenant des capteurs qu'on peut littéralement poser sur la peau avec de la microélectronique. Ça s'appelle l'électronique souple. Ça permet, encore une fois, de diminuer le fait que c'est invasif. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, un des problèmes, par exemple, des gens qui vivent seuls et de la solitude, c'est la chute. C'est absolument dramatique. Il y a encore des gens qui passent littéralement des heures au sol, etc. Et naturellement, quand ils tombent, ils n'ont jamais la petite pastille qu'il faut, le petit bouton d'urgence, etc. C'est comme ça. Ça arrive. Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que personne n'aime se balader avec des instruments comme ça. Donc, mais c'est normal, c'est humain. Je veux dire, on n'a jamais vu quelqu'un, moi par exemple, qui est en surpoids, aimer monter sur sa balance. Bon. Là, c'est la même chose. Donc, il y a l'idée maintenant qu'on peut, en diminuant la taille de capteurs, des petits accéléromètres, vous voyez, avec une petite truc qui resterait 3 semaines sur votre poignet, comme ça, et qui pourrait transmettre des signaux d'urgence si vous tombez. Mais ça, c'est l'avenir. Mais par contre, ça c'est en cours d'élaboration dans les laboratoires. Encore une fois, ça s'appelle la soft électronique. Il y a quelque chose un peu identique à ça qui est apparu, mais pas dans le domaine du contrôle postural, pour le maintien de la glycémie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est diabétique dans l'assistance. Ça a changé la vie, c'est en train de changer la vie des diabétiques. Ils ont des petits patchs maintenant qui peuvent mesurer en permanence et de manière non invasive. Moi, ma mère était obligée de se piquer dans le pouce, de regarder, etc. Maintenant, je vois de plus en plus de gens qui ont ces petits patchs, ça change complètement leur vie. Donc l'avenir, au niveau du contrôle postural et de la mobilité, c'est des systèmes comme ça non invisibles. Là, c'est très amusant, vous voyez, c'est de l'électronique tatouée. Et on peut tatouer de l'électronique de manière rénovable sur la peau, et ça peut enregistrer un certain nombre de variables. C'est totalement passionnant. Alors, j'ai encore, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes? Oui, un quart d'heure. Bon, alors, là, comme j'ai dépassé mon temps, comme prévu, vous avez le choix entre 2 sujets, où je fais 2 sujets très vite, où je fais un ou l'autre sujet. Alors, il se trouve que je travaille pour l'équipe de France de rugby, qu'on a construit un robot pour le rugby. Il se trouve qu'on travaille aussi sur la robustesse à tout âge. Donc, c'est les 2 vite, un ou l'autre. Qu'est-ce que vous préférez? Les 2 vite. Bon, alors on va aller très vite. Alors, la robustesse, c'est très simple. L'idée, et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, d'important, au fond, vieillir, c'est pas grave. Enfin, c'est très grave, c'est très ennuyeux, bon, je peux le dire. Mais si on reste solide, c'est pas trop grave. On peut vraiment s'amuser jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que d'être solide? Et c'est ce qu'on appelle la robustesse, et par opposition, quand on n'est pas robuste, on est fragile ou pré-fragile. Il se trouve qu'il y a une dame qui a une intuition géniale dans les années 1980, qui s'appelait Linda Fried, qui a dit voilà, pas grave d'être diabétique,
pas grave d'avoir des troubles de rythme cardiaque, pas le problème d'avoir je ne sais pas quoi d'autre, il faut rester robuste. Et comment je sais que quelqu'un est robuste? Eh bien, dans le cadre d'une consultation, je regarde s'il a fait une perte de poids involontaire de 4-5 kg, de plus de 5% de son poids total. Je regarde sa sédentarité. Quel est votre niveau actuel d'activité physique? Je regarde s'il se sent fatigué. Je regarde s'il marche plus ou moins vite. Et je regarde s'il a une baisse de ses capacités physiques. Si vous réfléchissez, en une demi-heure, vous testez tous les grands systèmes du corps humain. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il perd du poids, système digestif. S'il n'a pas le moral, système cognition. Si, etc., etc. Okay, en une demi-heure, vous avez fait le tour. Et là où c'est très fort, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de patients qui ont été testés depuis 20 ans, et on a fait des papiers, c'est qu'il en sort que s'il y a un de ces 5-là qui ne va pas, c'est pas très bon. S'il y en a 2, c'est encore pire, mais vous êtes pré-fragile. Vous avez compris le truc? S'il y en a 3, vous êtes fragile. Alors là, je vous le dis gentiment, le problème, c'est que quand on est fragile, pour venir à l'état robuste, il y a 11% seulement de réussite. Et encore. Si vous êtes pré-fragile, si vous faites ce qu'il faut, à 80%, vous revenez pré-fragile. Plus désagréable, si vous devenez fragile, 75% des cas, 5 ans après, vous n'êtes plus là pour vous faire examiner. Donc c'est très, non, mais c'est très intéressant. Ça veut dire que on est voilà, c'est tout de même une intuition. C'est-à-dire, si vous regardez et vous faites un bilan rapide de ces grandes fonctions, vous pouvez qualifier l'état de fragilité ou de pré-fragilité ou de robustesse. D'accord? Et à partir du moment où vous restez robuste, ça va. Vous pouvez vieillir correctement. Vous allez rester autonome. Si vous êtes pré-fragile, il faut faire ce qu'il faut pour revenir à l'état robuste. Si vous laissez aller le processus jusqu'au bout et que vous êtes devenu fragile, là, vous êtes dans le pétrin. Pourquoi c'est important? Parce qu'un tiers de notre population va avoir plus de 60 ans. Et parce que, simplement, les coûts que ça va représenter pour la société, pour nos enfants, pour la sécurité sociale, vont simplement pas être tenables. Donc, l'effort, ça va être de maintenir la population vieillissante dans un état robuste, en détectant au plus tôt la pré-fragilité. Vous avez compris? Donc, en fait, toutes ces histoires d'appartements, de marches, etc., ce qu'on est en train d'essayer de faire en accord avec la sécurité sociale, financée par la sécurité sociale, etc., c'est d'établir des diagnostics quasi automatisés de pré-fragilité en testant la marche, l'équilibre statique, en faisant remplir des questionnaires, etc., pour qu'on puisse systématiquement détecter la pré-fragilité. Alors, par exemple, à La Réunion, on fait des ateliers de prévention avec 3000 seniors, où on fait des ateliers nutrition, on fait des ateliers aidants, on fait des ateliers mobilité, on fait des ateliers mémoire, et on teste ces gens avec un système qui est un peu automatisé, que je vais vous montrer, pour tester des états pré-fragiles, pour l'adresser. Vous voyez l'idée? C'est ça vers quoi on va. Le contrôle postural n'est qu'un élément de ce qui est cet état robuste. Comme moi, j'ai des cheveux blancs, comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, je suis en train de lancer un concept, c'est que la fragilité peut exister à tout âge. Et je prétends que j'ai raison. C'est-à-dire qu'à La Réunion, il y a 40% de diabétiques. Eh ben, un gamin qui pèse 120 kg, qui est diabétique, qui ne bouge plus, etc., répond à des critères plus ou moins de fragilité. Et il terminera exactement aussi mal, mais en un peu plus longtemps. Donc, c'est intéressant. Nous sommes en train de déboucher dans mon laboratoire et ailleurs sur ce constat que la médecine ayant fait des progrès, on peut soigner ponctuellement sans trop de problèmes, mais si, entre guillemets, on se laisse aller
d'un état robuste à un état préfragile et de glisser un état fragile, là, on est dans les ennuis. Est-ce que c'est clair? Et comme par hasard, figurez-vous, l'activité physique, c'est le bon moyen pour rester robuste. Eh oui. Et donc, l'idée, vous comprenez, avec cette histoire de gens qui se baladent, d'appartements, etc., ces appartements chez les gens isolés, c'est de détecter au plus tôt le passage d'un état robuste à un état préfragile, pour pouvoir l'adresser après à un médecin généraliste qui va regarder, qui va intervenir. Ça peut être un défaut. Par exemple, on s'est aperçu à une époque, mes interlocuteurs de la sécurité sociale, à qui je dois beaucoup, donc je vais les citer, M. Madika, qui dirigeait toutes les caisses à la sécurité sociale, et son adjoint qui nous supervisait, qui était M. Miquel, me racontait, je crois que c'est en Franche-Comté, qui s'étaient aperçus que les veufs mouraient vite. À votre avis, pourquoi un veuf meurt? Pas du tout, il ne se nourrit plus. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils sont aperçus. Non mais, je suis désolé, il ne faisait pas la cuisine, moi ça m'a beaucoup frappé. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle les CARSAT, et qui permettait de faire un diagnostic, et on rentre dans les critères de fragilité. Vous comprenez, ils ne mouraient pas de faim. Mais ils devenaient fragiles parce qu'ils n'étaient pas aptes, parce que leur femme n'était plus là, et c'est leur femme dans cette génération-là qui a préparé la nourriture, etc. Et ils devenaient ils perdaient trop de poids. Vous comprenez l'idée de robustesse? Donc c'est des facteurs très intéressants qui couvrent plusieurs aspects, dont la mobilité. Et la clé, si vous voulez rester autonome, restez robuste. Voilà. Quand ça commence à se dégrader, vous êtes préfragile, revenez robuste. Et donc, allez, etc. Bon, on passe. Donc, voilà. Alors, donc, on a mis au point un système automatisé. Vous voyez, alors, c'est une tablette qui communique avec un nuage. Vous voyez, où on met les données. Et puis, c'est une WeBalance, quoi, un truc de jeu vidéo à 125 €. C'est des capteurs, je vous les ai déjà montrés. C'est un dynamomètre pour regarder la force musculaire. On vous fait serrer pour regarder votre force, parce que c'est un critère que Madame Fried avait donné. Puis c'est des questionnaires pour savoir si vous déprimez ou pas. Et avec ça, on arrive à faire des diagnostics de fragilité. Vous voyez, on fait marcher les gens. Vous comprenez? Donc il faut considérer que le contrôle postural, la marche, l'équilibre, tout ça, c'est un ensemble plus vaste, lié, et que ça rentre dans des critères de fragilité. Et ben voilà, par exemple, notre attaché de recherche clinique qui fait passer un test à la réunion. Puis on peut, je vous passe. Et donc ça permet un meilleur repérage de la population qui vont vers les prises de soins. Parce que le gros problème qu'on a affronté, figurez-vous, c'est très intéressant, c'est que ce qu'on voyait dans les ateliers, c'est des gens qui n'en avaient pas besoin. Et un des gros problèmes de la médecine préventive, c'est que les gens qui ont vraiment besoin et qui sont fragiles ou préfragiles ne vont pas dans des ateliers de prévention. C'est-à-dire les gens très actifs, qui ont morale, qui n'ont pas de difficulté de locomotion, vont volontiers passer 3 heures pour savoir qu'ils sont en bonne santé. Voilà, c'est comme la formation en entreprise, c'est exactement le même... Et ça, c'est un problème pas facile à résoudre, donc ça demande un gros travail de terrain, de dépistage avec des assistantes sociales, d'éducation de la population, voilà. Bon, alors... Après, ça, je vous ai montré ça. Ah oui, je voulais vous parler de la chute, mais j'ai plus le temps. Juste pour vous montrer quelque chose, c'est qu'on a étudié la chute, c'est intéressant. Juste pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe pendant une chute. Après, on aura le rugby en vitesse. Ça, c'est quelqu'un en train de se casser la figure. D'accord? C'est la trajectoire de son corps. OK? Alors, le gars, il est debout sur une plateforme. OK? Et elle part dans n'importe quel sens. Et ça va le faire tomber ou pas le faire tomber, mais ça va être violent. Et naturellement, il a un harnais. Mais le harnais le récupère que quand il arrive près du sol. Donc on peut étudier ce qui se passe pendant une chute. Alors regardez, c'est très intéressant parce que ce que vous voyez, c'est que la tête, là, elle ne bouge pas. Vous êtes d'accord? Et pourtant, le type, il est en train de se casser la figure. Et pourquoi? Parce que c'est un solide déformable. Votre corps est un solide déformable. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, quand vous cassez la figure en arrière, votre tête reste immobile
et pendant ce temps-là, il y a tout qui est en train de se casser la gueule dessous. OK? Puis à un moment donné, vous tombez, et vous voyez que ça, c'est des essais successifs, vous tombez toujours à la même vitesse, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que vous avez une phase balistique, où de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Puis après, vous avez vos contractions musculaires, là, il s'est rattrapé son équilibre, là, il est tombé dans le harnais. Vous comprenez ou pas? Alors, je répète, vous êtes debout, glissez sur la peau de banane, votre tête ne bouge pas, vous tombez à toute biture, vous rattrapez, vous remettez vers l'avant. Donc, une phase de stabilité de la tête, une phase balistique et une phase de rattrapage. Vous savez combien de temps il s'écoule entre ici et ici? 600 millisecondes. Vous atteignez le sol en 700 millisecondes. Si après ça, vous n'allez pas en salle de gym, 700 millisecondes. Votre bras tape le sol moins d'une seconde après le truc. OK? C'est pas fini. Votre tête, elle reste à flotter dans l'espace pendant 200 millisecondes. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas d'entrée vestibulaire, elle ne bouge pas. Et pas d'entrée visuelle. Vous comprenez ce qui se passe? Votre tête, elle flotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les seules indications... Alors, je répète, hein, vous arrivez au sol en 700 millisecondes. Pendant 200 millisecondes, c'est uniquement votre proprioception qui vous dit que vous êtes en train de tomber. Inutile de vous dire que si vous avez un diabète mal soigné, des pieds mal tenus, ou quoi que ce soit qui affecte votre proprioception, et c'est le cas de beaucoup de gens, c'est-à-dire des pieds en mauvais état, vous ne sentez rien. Et le résultat des courses qu'on voit, c'est quelqu'un classique qui commence à se casser la figure, on se dit mais il va réagir, il va faire quelque chose. Et non, il ne sent rien, et quand il réagit, c'est trop tard. Vous comprenez l'idée ou pas? Donc, une des idées qui sort de ça, c'est qu'il faut absolument tester la proprioception des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle un terme technique en médecine, les neuropathies en chaussettes, les petits débuts de diabète, les pieds mal tenus, etc. C'est vachement important de prendre soin de ses pieds pour détecter les chutes. Deuxièmement, vous avez une phase balistique. Donc vous avez beau contrôler, vous rapprochez du sol. Vous avez les 300 millisecondes pour établir la situation, soit un tiers de seconde. Inutile de vous dire que si vous passez votre vie à être sédentaire et à ne pas faire de sport, la solution, elle ne va pas être simple. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, éviter la chute, c'est un exercice qui se fait très rapidement et qui varie d'une situation à l'autre. Vous saisissez le truc? Alors là, je fais de la pub pour quelque chose qui est, je trouve, remarquable, mais ça a 1000 ans que ça a été fait par les Chinois, c'est le tai chi. Parce que le tai chi, vous comprenez, c'est quelque chose qui vous fait faire lentement ce que vous allez avoir à faire très vite pour éviter de vous écrabouiller au sol, ou si vous écrabouillez au sol, pour éviter d'avoir... vous voyez? Et donc c'est pour ça que c'est tellement important, le contrôle postural et l'équilibre, c'est parce que vous avez un corps très compliqué, la chose pendant une chute se fait très vite, et que si vous n'avez pas contracté les bons muscles au bon endroit, ça va se passer très mal. C'est pour ça que l'activité physique, bon, je n'en remets pas une couche, mais notamment le tai chi. Excellente manière de se remettre en forme. Pour certaines personnes de l'assistance dont je suspecte un léger surpoids et une grande sédentarité. Je me mets dedans. Moi, je fais de la gym. Hein. Bon. Alors, vous voulez de rugby ou vous en avez marre? Bon. Alors, pardon? Ah, c'est la même chose en avant. Oui, oui. Mais regardez, par exemple, la chute en avant. Vous parlez de chute en avant. Je suis là. Oui, ça va, je suis d'accord. Je suis là. D'accord? Et je vous rappelle l'histoire. D'accord? Donc, je tombe en avant comme ça, parce que quelqu'un m'a poussé. Mais ça va partir de là, ça va rester en l'air. D'accord? Donc, il va falloir que je détecte la chute en avant avec la plante de mes pieds, pour savoir très vite que je tombe. OK? Pour préparer les réactions. Après, il va falloir qu'avec la vision, je contracte mes muscles exactement au bon moment, quand j'arrive sur le sol. Je contracte trop tôt, je casse. Je contracte trop tard, je casse. Donc il va falloir que j'estime exactement mon temps d'arrivée au sol. Ou alors, je choisis de prendre le meuble, mais il y a intérêt à ce que le meuble il soit solide, ça ne soit pas une chaise.
Parce que la chaise, elle va basculer avec moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ne contractez plus vos bras, vos jambes. Vous êtes en train de contracter vos bras. Et pas de chance, la chaise, elle va partir avec vous. Plus aucune contraction musculaire pour contracter les jambes. Paf, col du fémur. Classique. Alors, tout de même, pour être clair, ça, c'est un raisonnement qui se fait à tout âge. Hein. C'est-à-dire se préparer à la chute, ça, c'est ce que je suis en train de vous parler, c'est le problème du skieur. Voilà. Moi, comment j'ai commencé la gym? Alors oui, non, c'est vrai, je suis enregistré, je vous le dirai après. Ça. Bon, bref. Une question. Avant que vous commenciez le rugby, qui était mon sport favori quand j'étais gamin, je voudrais que vous reveniez un petit peu, si vous pouvez, très brièvement, sur les centres d'intérêt différents de vos activités. Pourquoi? Parce que je me souviens du tableau précédent, du premier tableau que vous avez présenté, vous aviez dit il y a l'armée, il y a Thalès, il y a l'ENJ, il y a la sécurité sociale. Et donc je me dis, oui, je comprends pour les militaires, quand on va visiter le musée des Invalides, on voit le futur militaire des années, des 30 ans à venir. Pour la domotique, je veux bien, etc. Pour l'armée, je le comprends. Pour le sport, je veux bien. Pour la danse aussi, d'ailleurs, ça pourrait être la même chose. Mais je vois NJ, par exemple. Et donc, au niveau des centres d'intérêt, vous avez mêlé des pôles d'intérêt privés et des pôles publics. Ouais. Et donc, j'aimerais bien savoir quels vont être les intérêts, si vous voulez, de l'armée, d'NJ, de Thalès, dans vos activités, parce que quelque part, il y a un besoin de transparence, puisqu'il s'agit quand même des deniers publics. Ah mais tout à fait. Mais alors ça, je veux dire, je vous parlerai de mon laboratoire, mais je pense que c'est relativement... je le ferai à la fin, parce que je pense que c'est plus intéressant pour le... Mais en gros, je vous explique. En gros, oui, je le ferai à la fin. Mais c'est une très bonne question, je vous l'expliquerai. Donc l'idée, c'est, vous voyez que je vous ai parlé de contrôle postural, voilà. Mais ce n'est pas simplement chez les seniors le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vous montre, parce que c'est tout de même joli. C'est un joueur que je ne citerai pas. Ups. Ah ben, je ne peux pas vous le montrer, je pense. Attendez, je vais peut-être y arriver, c'est pas commode. Bon, je ne vais pas y arriver, mais ceux qui veulent le voir. Bon, c'était un joueur pour vous montrer à quel point on est pareil, en fait, chacun dans le temps. Ça démarre. Ça démarre ou pas? Ouais, bon, bah, écoutez, voilà. Les diapos ne marchent jamais, de toute façon. C'est une grande classique, il faut que je clique, mais c'est vraiment difficile avec la taille de l'écran. Ça marchait tout à l'heure. Bon, enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il y avait un problème en 2011. Encore une fois, ce que vous avez compris, le fil unitaire de mon laboratoire, c'est qu'on fait de la quantification du comportement humain normal et pathologique. On fait aussi de l'expérimentation sur des modèles animaux, mais ce qu'on essaye de comprendre, c'est le mouvement. En gros, le fil directeur de tout ça, c'est le mouvement. Encore une fois, le sujet de cet exposé n'est pas ce que nous faisons, c'est de vous montrer ce qu'est le contrôle postural et l'équilibre. Mais la Fédération française de rugby est venue nous voir parce qu'il se trouve qu'il y avait des problèmes de blessures, déjà à l'époque, notamment pendant la mêlée. Et donc, ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait, en l'occurrence, j'ai écouté, et j'ai été voir une boîte qui s'appelait Thalès, et qui faisait, vous savez, des simulateurs de tanks. Vous voyez, on met les gens dans des tanks ou dans des camions, puis ils croient qu'ils conduisent, mais ils ne conduisent pas pour les entraîner. Je leur dis, voilà, on a besoin de mesurer ce qui se passe pendant une mêlée, et pour ça, il faut qu'on ait des instruments de mesure sur quelque chose qui soit un simulateur de mêlée. Et il se trouve que je suis tombé sur quelqu'un qui était deux personnes remarquables, Didier Rétière, qui est devenu le DTN, c'est-à-dire le coordinateur national technique du rugby français depuis, mais qui était l'entraîneur des avants de l'équipe de France, et puis un ingénieur chez Thalès qui s'appelait Serge Couvet. Et donc j'ai été le voir et je lui ai dit, c'est très simple, vous savez, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie le yaka faucon. Il n'y a qu'à transformer un simulateur qui bouge comme ça en un simulateur de rugby qui bouge comme ça. Et comme ils sont bons, et que lui était très bon, dans le cadre d'un projet d'entreprise où il y avait des secrétaires et des techniciens, en 6 mois, ils ont adapté un simulateur pour en faire un instrument de simulation de rugby.
ce qui nous a permis de mesurer des joueurs en train de jouer avec un robot. D'accord? De faire des mesures pour comprendre ce qui se passait. C'est clair? Et il était tellement bon, Serge et Didier, que quand Didier est venu tester le 15 de France en plein tournoi Destination en 2011 et un an de la Coupe du Monde, je crois que c'est 2011 en tout cas, oui, quelque chose comme ça, eh bien, il a réussi, ils ont dit, c'est génial, c'est comme si c'était une vraie mêlée, on le prend tout de suite, on le met à Marcoussis. Et il y est toujours. C'est un des 3 robots d'entraînement sportif qui existent dans le monde à l'heure actuelle. Et ce que ça nous a permis de mesurer, alors là, normalement, ça faisait du bruit tout à l'heure, mais ça ne le fait plus. Bon, je ne sais pas pourquoi il est en grève, ce truc. Ben, enfin, vous imaginez la scène. Bon, il marchait tout à l'heure. Mais vous voyez, il bouge et les gens jouent avec le robot. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe. Vous vous rappelez, à l'époque, quand on jouait au rugby, ils se tenaient tous comme ça, puis ils rentraient l'un dans l'autre. Ça s'appelait l'entrée en mêlée. Et donc, on a pu mesurer, en mettant des capteurs sur le robot, quand il recevait les joueurs, ce que ça donnait. Vous voyez, ça donnait un pic qui arrivait à 3500 newtons individuellement. Énorme. Puis un pic, puis après, il pousse, et vous voyez, il y a des oscillations. Vous comprenez l'idée du robot? C'est qu'on pouvait mesurer ce qui se passait pendant l'entrée en mêlée, et puis la suite. Et là, vous voyez, il y a le composant vers l'avant, mais aussi vers le bas et vers le bas. Et vous voyez que, de manière assez surprenante, quand il tape dans le robot, il y a aussi un composant en bleu vers le bas. Et vous avez tous vu des images à la télévision d'effondrement de mêlée. Et c'est dû à ça. Et c'est très dangereux. Donc, on a compris on a pu quantifier les forces et on a pu faire une analyse du signal. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la mêlée de rugby. Moi qui n'avais jamais joué au rugby, je suis devenu un spécialiste de l'entrée en mêlée. Vous voyez, il y a l'impact et il y a la force. Puis, voilà. Et ça, c'est 3 joueurs qui jouent en même temps. Et vous voyez qu'il y a des joueurs qui poussent moins que les autres, puis qui se remet à pousser. Il y en a un qui pousse beaucoup et qui pousse moins. Et alors, ce qui est très important, c'est que vous comprenez bien, regardez-moi, quand vous arrivez en mêlée, d'une manière générale, quand vous allez affronter un choc ou une perte d'équilibre, par exemple, quand je lève le bras, c'est la même chose, vous préparez vos muscles pour contrebalancer ce qui va arriver. Donc vous comprenez bien qu'il y a intérêt à contracter les muscles du cou avant d'aller dépenser des centaines de newtons contre la tête de son adversaire. Vous voyez le truc? Bon, donc on peut enregistrer, vous voyez, le début de l'activité, et là, paf, il rentre. Vous voyez, il a contracté son muscle, et donc ça protège la colonne cervicale. Puis après, ça oscille. Alors là, vous allez comprendre, c'est un peu compliqué, mais en fait, la leçon, elle est simple, c'est 3 joueurs. Et ça, c'est les muscles. Et ça, c'est la latence. Et ça, c'est combien de temps ils vont se mettre à se préparer avant de cogner. Et vous voyez, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a des gens, ils ne se préparent jamais sur certains essais. C'est-à-dire, ils se prennent comme ça, ils rentrent dans le robot, et la contraction musculaire ne commence pas avant le début. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de se synchroniser à 3 joueurs. Donc ce qu'on a montré, c'est que les ajustements posturaux anticipatoires étaient très irréguliers chez certains joueurs, y compris des joueurs professionnels. Et ça, vous voyez, c'est le rapport qu'il y a entre l'amplitude et les latences. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire qu'en gros, pour une raison qui n'est pas tellement mystérieuse, mais qui est fait que l'homme n'est pas fait pour foncer tête baissée sur un autre avec la tête à angle droit, le système musculaire et le cerveau avaient du mal à coordonner le contrôle postural. Est-ce que c'est clair comme histoire? Bon, alors, j'ai dit que j'allais vite. La suite de l'histoire, elle est marrante. C'est que on s'est aperçu au passage que c'était un excellent instrument d'entraînement. Donc, on a été espionner les mêlées adverses et on les a fait jouer au robot. Et donc, quand, par exemple, les îles Fidji, qui avaient un truc pour soulever la mêlée, on leur a fait jouer ça des centaines de fois. Parce que vous comprenez que pour faire jouer une mêlée l'une contre l'autre,
faut plus d'une dizaine de joueurs avec des risques de blessure. À partir du moment où vous pouvez les mettre 3 par 3, il y a moins de risques de blessure et que vous avez un robot, vous pouvez en faire des tonnes, si je puis dire. Et donc, la première fois que les îles Fidji ont rencontré la France en finale en Coupe du Monde, et qu'ils ont essayé de faire ça, ils se sont retrouvés sur les fesses, ils n'ont toujours pas compris pourquoi. D'accord ? Donc, ça s'est avéré un outil d'entraînement. Maintenant, on l'a changé. Cette année, il est capable de reculer de 10 mètres pour travailler la mêlée. Ça, c'est l'histoire qui est amusante. C'est-à-dire que l'entraînement retombe toujours sur ce concept d'entraînement, de contrôle postural. Et puis après, le regretté président Camus est venu me voir et nous voir et a dit, ben voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour diminuer les risques ? Et la réponse, c'était que, ben, désolé, rien du tout. L'homme n'est pas fait pour rentrer en mêlée. Alors, j'aime autant vous dire qu'il n'était pas content. Paix à son âme, et qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas été contents. Donc, je vous passe sur les détails parce que je suis filmé. Et ce qui s'est passé, c'est que nous trois, et moi en première ligne, si je puis dire, on est responsable du fait qu'il n'y a plus d'entrée en mêlée dans le rugby mondial. Car maintenant, quand vous les regardez, au lieu de faire ça, ils se prennent comme ça et ils font comme ça. Parce que simplement, quand on voyait, et on n'a pas été les seuls à faire ça, ça c'était la version la plus sophistiquée sur le marché à l'époque, eh ben, on s'apercevait que c'était pas tenable, c'était trop dangereux. Donc, dans sa sagesse, l'International Rugby Board a supprimé l'entrée en mêlée. Ce qui me vaut de recevoir encore aujourd'hui des emails d'insultes. Bon. Mais c'est intéressant, parce que vous voyez, on retombe toujours sur cette idée. Je vais donc conclure sur le fait que, d'abord, ce que je vous ai présenté dans le cadre de mon laboratoire, c'est des tas... Ah oui, non, il faut que je conclue sur la ligne directrice. Des tas, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes, encore une fois, un système qui a évolué de manière très brutale sur 7 millions d'années. Après 450 millions d'années. Nous ne sommes plus des quadrupèdes. Nous ne vivons plus en osmose avec la nature. Nous sommes devenus des bipèdes. Nous avons 7 millions d'années. L'espérance de vie moyenne au XVIIIe siècle était de 25 ans. En 1870, elle était de l'ordre de 40 ans. Nous vivons jusqu'à maintenant, en moyenne, notamment les femmes, 85 ans. Nous sommes donc des machines qui peuvent vieillir ou qui peuvent être placées plus jeunes dans des situations complètement non naturelles. Conduite de voiture, assis toute la journée devant des écrans. Nous ne sommes pas faits pour ça. Du tout. Donc, il faut comprendre que, nous sommes des machines compliquées, 600 muscles, de plusieurs centaines d'articulations, que cette machine traite en permanence de la donnée pour rester debout et pour marcher, qu'elle prend des décisions extrêmement complexes, notamment pour éviter les chutes, et que si on ne maintient pas un niveau de robustesse de cette machine, on peut s'attendre, quel que soit l'âge à lequel on fait ça, à des problèmes extrêmement difficiles pour l'autonomie des personnes et à terme pour leur survie. Donc c'est ça le message. Il faut apprendre et chérir la complexité de la nature, admirer toute cette complexité et la respecter, puisqu'on l'a compris, en lui donnant ce dont elle a besoin, c'est-à-dire les exercices adéquats, les nourritures adéquates, ne pas se laisser passer au surpoids, ne pas rester assis toute la journée, enfin voilà, de respecter, ne pas se coller dans des états alcooliques qui fait que la moitié des récepteurs ne fonctionnent pas et qu'on risque sa peau ou qu'on risque celle des autres quand on conduit. Enfin, c'est vraiment ça la leçon, à un niveau très élémentaire. Que même ce que vous pensez être quelque chose d'aussi élémentaire que le contrôle postural, c'est-à-dire l'art de rester debout et de marcher, vous avez à faire face à une machine admirable de complexité et à 400 millions d'années d'évolution pour en arriver là. Donc voilà, je dirais que le mot de la fin que je voudrais donner, avant de vous parler de la vision d'ensemble de notre laboratoire, mais une vision générale, si j'avais à terminer par un mot, il faut respecter son corps.
Les gens ne respectent plus leur corps. C'est extraordinaire. Ils sont dans leur voiture, ils voient un voyant rouge s'allumer, ils arrêtent immédiatement, ils vont chez le garagiste. Ils voient des dizaines de voyants rouges s'allumer quand il s'agit de leur corps, et les gens continuent. Et je suis le premier à le faire, hein. Je ne suis pas en train de donner des leçons. Donc, si j'ai un truc, il faut respecter la physiologie du corps humain. Donc ça, c'est le message général. Concernant mon groupe, nous sommes spécialisés dans ce qui est l'analyse du comportement normal et pathologique. C'est-à-dire que nous nous intéressons aux militaires sur le champ de bataille, aux sportifs sur les stades, aux patients en rééducation, et à un autre type d'activité dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, mais qui nous occupe beaucoup, qui est les interfaces homme-machine. Et notamment, nous travaillons avec Thales sur le cockpit du futur. Pourquoi? Parce qu'on est de nouveau dans un cadre complexe d'études du comportement, de pilotes à qui on demande d'avoir des réactions extrêmement rapides et extrêmement complexes dans des cas d'extrême urgence. Et là aussi, il semble, comme vous avez pu le voir dans l'actualité, qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Alors NJ, je finis. Alors je suis un agent de l'État. Alors un agent de l'État, quand ça pose des brevets, ce qui est le cas de notre groupe, il y en a, je dirais, une dizaine de brevets. Alors ça se passe comme ça, on fait de la recherche fondamentale et on fait de la recherche appliquée. D'accord? Je ne vais pas parler de la recherche fondamentale aujourd'hui, puisque ce n'était pas le sujet de l'exposé. Quand on fait de la recherche appliquée, ce qu'on invente n'appartient pas aux chercheurs, bien entendu. Il appartient à l'État, votre employeur. L'État a créé des organismes qui sont là pour valoriser ce que vous faites. Donc elle prend les brevets qui restent la propriété de la collectivité, d'accord? Et puis, il faut faire des prototypes. Donc on donne au laboratoire de quoi faire des prototypes. Par exemple, si vous voulez tester la marche, il faut faire un prototype. Alors, en industrie, ça s'appelle le TRL, Time to Readiness Level. À 0, vous avez une idée. À 9, vous êtes capable de tester des milliers de personnes pour la sécurité sociale. Je suis clair? Un laboratoire peut avoir une idée, peut faire un premier prototype. Allez, TRL 3. À ce moment-là, l'idée, c'est qu'il va avoir un office de valorisation qui dépend de l'État et qui lui dit, ou il vient vous voir et vous dit « Oh, votre truc là, ça peut être intéressant à développer ». À ce moment-là, ce n'est plus de la décision du chercheur, c'est que cet office de valorisation fait une recherche et dit « Oui, c'est peut-être intéressant ». Il donne de l'argent pour pousser jusqu'à TRL 5, c'est-à-dire un prototype qui fonctionne, mais qui est bricolé. On se comprend ? Donc on a certes une tablette, certes des accéléromètres, certes on peut mesurer la marche, ils ont posé des brevets, donc ils ont protégé l'invention, mais après il y a quelque chose qui ne relève ni de la compétence du laboratoire, ni de la compétence de la SAT, c'est qu'il faut construire un prototype industriel. Si vous voulez distribuer ça, par exemple, à une quinzaine de tablettes à des médecins généralistes pour tester dans des ateliers, il faut bien que quelqu'un industrialise le prototype. D'accord ? Donc à ce moment-là, il fait ce qu'on appelle un appel d'offres. Le laboratoire n'a rien à dire là-dedans. Il dit, voilà, j'ai une équipe de chercheurs qui a mis au point tel truc, vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Et donc, est-ce que ça vous intéresse? Et à ce moment-là, il passe des accords avec... Là, il se trouve que c'était Engie. Pourquoi Engie est intéressé? C'est parce que c'est une boîte qui distribue du courant, de l'électricité dans les hôpitaux, etc. Et donc, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent aussi utiliser les infrastructures qu'ils ont pour distribuer du service. Donc, il se trouve que cette boîte, après, passe des accords avec la SAT, font des accords industriels, etc. Mais c'est vrai de toute la valorisation de la recherche. Donc nous, il se trouve qu'on travaille avec la sécurité sociale, on travaille avec Engie, on travaille avec Thales. Pourquoi? Pour mettre sur le terrain, vous comprenez, ma mission, moi, c'est de faire de la recherche fondamentale pour protéger en tant que directeur de laboratoire, pour approfondir le savoir, et que ce savoir puisse servir quand un certain nombre d'acteurs pensent que c'est intéressant, sont intéressés pour le faire passer dans votre vie courante. Vous voyez, les questions, comment on mesure, etc. Si un jour vous voyez une tablette, s'il y a marqué Engie dessus, c'est parce qu'il y a un groupe de chercheurs. Voilà. Ça veut dire qu'on va de plus en plus
pour ce qui est de la valorisation de la recherche, pas de la recherche fondamentale, on va de plus en plus vers un monde d'accord entre le public et le privé, qui est extraordinairement développé, par exemple, en Chine et aux États-Unis. Un exemple emblématique de ça, c'est les accords qu'il peut y avoir entre Google et Stanford. D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de partenariats public-privé qui doivent être encadrés. Alors, je vous rassure, pour l'argent de vos impôts, le fonctionnaire que je suis n'a pas son mot à me dire là-dessus. C'est très encadré par des offices de valorisation au CNRS ou à la SAD. Donc, vous comprenez, l'idée, c'est de faire passer dans la réalité de tous les jours, et ce n'est pas le boulot d'un chercheur de faire un prototype qu'on peut réparer, le distribuer dans les hôpitaux, envoyer des camionnettes les remplacer quand c'est cassé. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, c'est le travail de boîtes comme... ça peut être NJ, mais ça peut être d'autres boîtes qui sont lancées aussi dans ces trucs-là. Ce qui est important dans la question qu'a posée monsieur, c'est que fondamentalement, la question que ça pose, c'est le type de santé que l'on veut avoir. Pourquoi ? Parce que ce que je vous ai expliqué, c'est que nous sommes tous en train de devenir des pourvoyeurs de données. Vous avez compris ça ? Et que l'avenir, c'est de faire de la médecine préventive en vous surveillant tout au long du temps, suivi longitudinal, individuel. Et toute la question qui se pose, c'est qui va contrôler ces données ? Je suis fier de vous dire que je suis dans un pays qui a choisi de faire ce qu'on appelle une santé solidaire. C'est-à-dire, pour être clair, que quand on a un certain niveau de revenus, on paye pour que d'autres aient la même médecine. Quand je vais à l'hôpital, que je sois pauvre et que je sois riche, vous avez un système solidaire qui fait que vous avez le droit au même médecin, à la même consultation. Ça, c'est basé sur le fait que les données de santé doivent être protégées. Elles ne doivent pas partir vers des pays qui ont, et je n'ai pas à juger, mais ce n'est pas ma conviction, d'autres systèmes de santé, où on monte, et j'ai des enfants américains, pour qu'ils soient clairs, je ne suis pas en train de faire... Mais là-bas, vous montrez votre carte de crédit, vous ne montrez pas votre carte vitale. Donc je tiens à conclure cet exposé pour vous dire que j'en ai un tout petit peu assez, juste un moment sérieux, du fait que les Français passent leur vie à se plaindre, alors qu'à mon avis, ils ont un des meilleurs systèmes de santé dans le monde, basé sur une entrée solidaire. Donc, je tiens à faire applaudir l'assistance publique de Paris, dont je ne suis pas, qui n'est pas mon employé, et la sécurité sociale, et vous dire que vous devriez remercier tous les jours ces gens qui travaillent là-bas, plutôt qu'on parle sempiternellement du trou de la sécurité sociale, puisque monsieur a posé la question, me pompe l'air particulièrement, et j'espère que c'est entretenu. Parce qu'on est vraiment sur un système... Voilà. Mais donc, ce qui veut dire qu'il faut des garanties d'éthique pour ces données, mais que ces données ont vocation à être certes la propriété du patient, mais à rester entreposées dans des dépôts de données, parce que, étant donné la manière dont le citoyen moyen prend ces données et les fout n'importe comment, n'importe où, exemple Facebook, j'espère que ce ne sera pas le cas pour les données de santé. Et ça pose aussi un autre problème. Vous voyez la montre là que j'ai ? Bon, c'est une montre mécanique, mais à d'autres moments, j'ai une montre d'une grande firme que je ne citerai pas, puisque je suis filmé. Mais les données, elles ne restent pas en France. Elles mesurent en permanence mon accélérométrie, elles partent. Donc, ce qui est important, c'est que vous réalisiez que derrière toutes ces histoires que je vous ai montrées, c'est basé sur la donnée. Et dites-vous bien une chose, si vous ne payez pas la donnée, vous êtes la donnée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ça veut dire que ne donnez pas vos données à n'importe qui. Est-ce que vous savez ce que les gens font quand ils prennent leur fameux bracelet? Ah non, il ne faut pas que je dise de nom, il faudra rayer ça. Enfin, un certain nombre de bracelets qu'on met au poignet. Mais les données ne restent pas en France. Elles ne vont pas dans le DNP. Elles servent à des équipes de recherche parfaitement compétentes aux États-Unis pour faire de la recherche sur l'activité des gens. Et c'est vrai à tous les niveaux. Ces fameuses montres que tout le monde porte, vous ne croyez pas que les données, elles vont
chez vous, ou à la Sécu, ou je ne sais où. Donc il y a un vrai problème qui est en train de se jouer en ce moment autour des données de santé. Et je vous le dis, je suis fier de vous dire que nous avons adopté un système qui, je pense, est un des meilleurs dans le monde. Et certains petits pays sont cités comme des meilleurs exemples. N'oubliez pas que certains petits pays n'ont pas 65 millions d'habitants, mais ils ont beaucoup de pétrole dans leur soute, premièrement. Et deuxièmement, ils ont aussi quelque chose qui est qu'ils n'ont pas la population de Paris, de l'Île-de-France. Donc ça simplifie les choses. Donc je dirais que l'un dans l'autre, je prône une participation citoyenne et un support inconditionnel à notre système de santé solidaire. Et c'est donc important de responsabiliser le patient, et je vous fais le coup pour la dernière fois, de se maintenir en état robuste. Parce que c'est ça qui est... Mais non, mais c'est ça qui est à la clé. Un système de santé solidaire ne résistera pas à un manque de citoyenneté sanitaire. Je suis désolé. Je vois actuellement à l'hôpital des gens à qui on met des stents et qui continuent à fumer et qui, 1 an ou 2 ans après, vont au 2e stent. Des gens qui sont en surpoids, à qui on pose une prothèse de hanche ou 2 prothèses de hanche et qui ne maigrissent pas. Et je suis désolé, là c'est un problème, oui, ce que je dirais de citoyenneté sanitaire. Et le contrôle postural et le contrôle moteur, c'est aussi ça. C'est qu'on est aussi responsable, tous autant qu'on est, du maintien de ce système, d'alimenter par son action une médecine préventive pour rester robuste, c'est aussi maintenir la solidarité. Ce n'est pas simplement pour soi qu'on le fait, c'est aussi pour les autres. Parce que simplement, on ne s'en sortira pas avec le vieillissement de la population. D'accord ? Voilà.